Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors tout d'abord, je tenais encore une fois à vous remercier d'être toujours plus nombreux chaque semaine et à remercier évidemment en particulier nos contributeurs, eux aussi toujours plus nombreux sur les Incorrectibles Plus sur Utréon. C'est grâce à eux, grâce à vous, que nous pouvons produire chaque semaine toujours plus d'entretiens de qualité, en tout cas on l'espère et on le constate au vu des commentaires que vous nous adressez chaque semaine. Alors cette semaine justement, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau un invité que j'avais reçu il y a quelques années. C'était dans une vie médiatique antérieure et il avait explosé les compteurs. C'est un penseur. Il s'appelle François Bégodeau. Bonsoir François. Bonsoir Eric. Ravi de vous retrouver, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu en tout cas. On s'est manqué un peu. On s'est un peu manqué, non mais je l'avoue. En tout cas, je suis particulièrement heureux que vous ayez accepté mon invitation et puis de venir sur ce canapé orange, désormais reconnu. Alors j'espère qu'il ne vous donnera pas trop le torticolis parce que... J'essaie. Mais je me suis entraîné, alors j'ai fait un peu de muscu, ça devrait aller. Voilà, mais il fallait en tout cas une petite contrainte quand même. Donc on va bien sûr revenir sur votre actualité, puis sur l'actualité en général. Alors, plutôt que de vous présenter, c'est un peu la coutume dans cette émission, on va d'abord, si vous le voulez bien, passer un peu de temps sur vos derniers ouvrages. Je pense que c'est un bon moyen de vous connaître, pour ceux en tout cas qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore. Ces ouvrages qui vont nous permettre d'aborder donc aussi un certain nombre de sujets d'actualité. Alors le premier, c'est votre dernier livre, donc intitulé Boniment, paru cette année aux éditions Amsterdam. D'abord, ce qu'on peut dire de ce livre, qui est un essai, je crois, c'est qu'il s'inscrit dans la continuité de votre réflexion, qu'on retrouve déjà dans Histoire de la bêtise ou plus récemment dans Notre joie. Alors, première question, elle est assez simple. François Bégodeau, quel but vous poursuivez à travers ces essais successifs que vous publiez ? C'est une question qu'on pose souvent aux gens qui écrivent et quand les gens en question sont un peu malhonnêtes, ou en tout cas méconnaissent, s'ils sont honnêtes, leur propre activité, on n'écrit jamais pour l'effet qu'on aura en écrivant. Ou alors si on écrit en vue de produire un effet dans le corps social, dans les consciences des gens, je crois qu'on n'est pas exactement un écrivain. Je pense que c'est toujours très très scandaleux de le dire. En tout cas, ça me paraît très normal, mais je sais qu'à chaque fois que je le dis publiquement, ça semble être une provocation. Moi, je dis assez souvent que j'écris quand je sens que j'ai un bon livre entre les mains. Voilà. Et pour moi, c'est une finalité qui se suffit. Alors après, que ce livre puisse avoir une incidence après sur ces quelques lecteurs, les quelques lecteurs commençant à en parler entre eux, à en discuter entre eux, et que la chose essaime un peu, et puisse éventuellement tordre un peu les mentalités générales, bon, pourquoi pas, c'est bon à prendre, mais pour moi c'est un plus. Donc moi quand j'écris, je me dis, est-ce que j'ai quelque chose à dire ? Est-ce que j'ai vu quelque chose qui me semble pas assez vu ? Est-ce que j'ai entendu quelque chose qui me semble pas assez entendu et que je pourrais restituer ? Est-ce qu'il y a des pensées qui me sont venues que je trouve suffisamment singulières pour mériter d'être écrites et d'être livrées à autrui ? C'est tout, c'est pour ça que je le fais. Alors il se trouve qu'il m'arrive de faire des essais politiques auxquels on va demander davantage de comptes. On va dire, mais si tu fais des essais à connotation politique ou à fort coefficient politique, c'est bien que tu en attends quelque chose sur la scène politique générale, savoir, faire évoluer les choses, quoi. Eh bien, en fait, pas du tout. J'en attends surtout que mon lecteur, ma lectrice, à un moment T où elle ou il lit une page, trouve que c'est intéressant, trouve que ça peut nourrir une réflexion et comme ça rêvasse, prolonge un tout petit peu ce qui a été ma réflexion à moi par le travail de son propre cerveau. C'est pas autre chose que ça. Donc bon, prenons un exemple précis plutôt que de pérorer abstraitement. Quand j'écris Boniment, c'est une commande des éditions Amsterdam qui, suite à quelques petits textes que j'avais fait un petit peu du même acabit, m'ont dit, tiens, tu voudrais pas en faire 40 comme ça, parce que c'était un livre fait de fragments, comme tu sais. Et quand ils m'ont proposé ça, je me suis pas demandé si le monde avait besoin de ce livre. Je me suis pas demandé si la situation politique exigeait que j'intervienne et que j'éveille les consciences sur l'état du capitalisme. Je me suis demandé si j'avais des trucs à dire. Je me suis demandé si vraiment cette espèce de petite déconstruction qu'il me proposait de faire du monde néolibéral, dans ses objets les plus quotidiens, dans ses expressions attitrées, est-ce que j'avais quelque chose à dire que j'ai rarement lu ou que j'ai pas assez lu ? Voilà, c'est ça qui a fait que je me suis finalement lancé, parce que je me dis, tiens, oui, effectivement, sur tel ou tel aspect, il me semble que j'ai un angle là qui me paraît digne d'intérêt. Voilà, c'est ça qui va me stimuler quand j'écris. En parlant d'écriture, quelle posture vous préférez entre celle du romancier et celle du penseur ?
Alors c'est très très compliqué. D'abord, si je voulais vraiment compliquer l'affaire, je dirais qu'il y a quand même énormément de porosité entre les deux. C'est-à-dire que plus j'écris des essais et des romans en alternance, plus je me rends compte qu'il y a quand même un continuum, comme on dit maintenant, entre les deux, et que les romans ça pense, et que les essais tels que moi je les conçois sont quand même éminemment littéraires. Enfin, d'ailleurs j'en passe parfois par le récit dans mes essais, j'en passe par des choses extrêmement subjectives. Moi je prétends pas du tout à une langue universitaire ou une langue scientifique. Donc finalement pour moi il y a une certaine continuité. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une grande différence quand on se met en position essai ou quand on se met en position roman. C'est qu'il me semble que les essais ont un impératif de cohérence et de rationalité, de logique. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué quand on écrit un essai, c'est qu'il faut quand même un peu organiser son discours de façon relativement rationnelle. Et l'exercice de cette rationalité est assez compliqué. Alors que le roman est beaucoup plus libre de ses mouvements de ce point de vue-là. On n'est tenu à rien dans un roman. On est tenu éventuellement à une seule chose, c'est écrire un bon roman. Mais nul n'attend d'un roman qu'il soit rigoureux intellectuellement. Alors que pour moi, quand on écrit un essai, quelque chose qui se présente comme un essai, on a presque un devoir de rigueur. Et c'est cette rigueur, c'est l'exercice de cette rigueur qui est compliqué quand on écrit un essai. Quels sont les penseurs dont vous vous inspirez à titre personnel ? Ouais, il y en a plein. C'est vrai que moi, je viens plutôt, c'est plutôt des écrivains qui m'ont marqué, des romanciers, des poètes, mais parmi lesquels certains ont mis les pieds dans l'essai, ou en tout cas dans la pensée. Je veux dire, la lettre au père de Kafka, c'est quoi ? C'est un essai, c'est un roman, c'est de la subjectivité, c'est un peu tout ça. Enfin, chez Kafka, finalement, on ne peut pas distinguer les écrits un peu plus théoriques et les écrits purement romanesques. Je prends cet exemple parce que c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu. Donc moi, c'est surtout ces figures-là qui m'ont beaucoup marqué, qui sont plutôt répertoriées comme étant des écrivains. Maintenant, dans le domaine strict de la pensée, je veux dire, il y a une tradition de pensée qui a ma préférence, comme on sait, je veux dire, celle qui fraye avec l'anarchisme au XIXe siècle et avec les débuts du marxisme, qui accompagne d'un geste théorique, disons, le début du mouvement ouvrier, des mouvements ouvriers massifs du XIXe, chose qui a été continuée par des penseurs dans les années 60-70, que je considère comme le grand moment de la pensée dans l'histoire de la France, de notre pays. Je sais que c'est très décrié maintenant et que beaucoup de gens qui ne lisent ni Deleuze, ni Foucault, ni Derrida, ni compagnie, les englobent sous le nom de déconstruction, sans du tout savoir de quoi il s'agit, puisqu'ils n'ont évidemment jamais foutu les yeux dans l'anti-Oedipe de Deleuze ou quelque autre chef-d'œuvre de cette époque-là. On a eu là une espèce de concentration de penseurs extrêmement puissants, que je continue à lire, que j'ai toujours lu, qui m'ont beaucoup marqué. Après, dans le contemporain, il y a aussi tout un tas de gens tout à fait audibles. Après, il y a une chose qui me vient, je crois, de mon tempérament littéraire, c'est que je ne dédaigne jamais de lire, y compris des penseurs qui ne seraient pas exactement de mon camp. J'ai souvent dit l'amour inconditionnel que j'ai pour un Bernanos, par exemple. Voilà, j'ai pu lire des gens comme ça qui appartiennent plutôt à cette tradition. Bon, Bernanos, c'est quand même un maurassien à la base. Chose qu'il est fondamentalement resté, même s'il s'est fâché avec Maurras plutôt sur la fin, enfin même assez tôt, et qu'il a pris ses distances par rapport à l'action française. Mais enfin, il est resté fondamentalement le maurassien qu'il était. Il n'en reste pas moins vrai que c'est un grand écrivain, extrêmement puissant, extrêmement poignant. Donc je pense qu'il faut toujours garder une ouverture d'esprit telle qu'on puisse lire des gens qui ne sont pas forcément congruents avec notre base arrière conceptuelle, quoi. François Bégaudeau, il y a une constante en tout cas dans chacun de vos livres, c'est que vous attaquez à une sorte d'idéal type du bourgeois. Alors première question, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour mériter d'abord autant votre attention ? Au moment de la sortie d'Histoire de ta bêtise, qui était la première fois que j'abordais frontalement la question bourgeoise, ou disons effectivement le sociotype plutôt qu'idéal type, parce que c'est très incarné, c'est très réel. La bourgeoisie. C'était donc Histoire de ta bêtise. J'ai écrit ce livre alors que ça faisait 15 ans que je publiais. Donc il semblerait que mon obsession de la bourgeoisie soit pas si intense, quoi. J'ai longtemps mûri ce livre. C'est un projet que j'ai eu au début des années 2010, je dirais. Et puis après, ça a fait son chemin. Comme souvent les livres, ça met du temps à ruminer. Et puis ça finit par sortir en fonction d'un certain nombre de contingences. Bon. Mais je ne suis pas donc un obsédé de la bourgeoisie, comme ça a été dit. Et au moment de la sortie Histoire de ta bêtise, qui a provoqué pas mal de fiel de la part des gens qui se sentaient visés et concernés, peut-être à juste titre, je ne sais pas, mais il a beaucoup été dit que je réglais mes comptes, qu'il fallait absolument que j'ai aucun compte à régler avec la bourgeoisie. Simplement, il me semblait
qu'il y a bien quelque chose qui s'appelle la bourgeoisie, et que donc ça méritait un livre pour qu'on puisse un petit peu disséquer, décrire, faire le portrait de cette bourgeoisie, notamment dans sa modalité la plus contemporaine, quoi. C'était un peu ça, je pense, la petite touche de Histoire de Tabétis, c'est que je faisais vraiment un portrait du bourgeois des années 2010, quoi. Je veux dire, en renouvelant, tout en affirmant et rappelant, chose qui a été parfois un petit peu méconnue, je crois, en tout cas passée sous silence à la sortie du livre, qu'en fait, pour moi, il y a une constante bourgeoise. Je veux dire, depuis que la bourgeoisie a émergé, à la fin du Moyen-Âge, on va dire, et puis après, elle a évolué de plein de manières, il y a quand même il y a des constantes. Il y a une invariance de la bourgeoisie, et l'invariance de la bourgeoisie, eh bien, c'est son être boutiquier. C'est une classe de commerçants. Pour vous, la lutte des classes marxistes à l'ancienne, ça existe toujours ? Cette question ne sera pas une question théorique que Éric et François auront aujourd'hui. On ne va pas se battre tous les deux pour dire « ouais, moi je crois que ça n'existe plus ». Je crois le seul juge de paix de ce débat... C'est pas une approche un peu anachronique Le seul juge de paix de ce débat, c'est le réel. Donc prenons tel ou tel fragment de la réalité sociale, c'est-à-dire le monde social, c'est le monde de l'interrelation, là où des gens cohabitent les uns avec les autres, travaillent ensemble, se retrouvent sur des lieux collectifs. Est-ce que dans ces lieux-là, dans les lieux où les gens ont à voir les uns avec les autres, doivent frayer les uns avec les autres, doivent composer les uns avec les autres, est-ce que des rapports de classe existent ? Si oui, il y a une actualité de Marx, c'est quelque chose qui est toujours là et qui est toujours absolument véridique dans ce que Marx a intuité, qui demande évidemment qu'on l'amende, qu'on fignole, qu'on le renouvelle, puisque bien sûr les choses évoluent. Mais elles évoluent sur des bases quand même constantes, et la constance, c'est effectivement le rapport de classe. Alors voilà, il faudrait prendre n'importe quelle situation sociale et voir si on peut la passer au filtre des lunettes de classe, du paradigme de classe. C'est ça qu'on devrait faire, vous et moi, aujourd'hui, pour résoudre ce problème. Moi, il me semble que, où que je me tourne dans le monde social, je vois des rapports sociaux et je vois des rapports de classe. Je vois des gens qui possèdent les moyens de production, pour reprendre vraiment l'orthodoxie marxiste, et puis des gens qui ne possèdent que leur force de travail et qui vont travailler pour les premiers. Lesquels premiers vont pouvoir leur imposer un chantage au salaire, un chantage à l'emploi. Et donc, il y a un rapport de subordination sociale qui se met en place. Et ça, c'est ce qu'on voit partout dans le champ social. Quel que soit le... Je veux dire, moi, je le vois d'autant mieux que je ne suis pas propriétaire des moyens de production, à mon échelle à moi, mais je suis parfois victime, je me retrouve en position de subordination sociale, ça m'arrive. Je me retrouve aussi, moi, parfois en position d'ascendant social. Donc, c'est très intéressant d'être alternativement dans l'un et l'autre cas. Mais dans tous les cas, il y a toujours des rapports sociaux, et il y a des rapports hiérarchiques, il y a des rapports de domination qui sont dus à la position de l'un et de l'autre, parmi les deux qui sont confrontés, dans la chaîne de production. Voilà. Alors, si on ne voit pas ça, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose à la façon dont notre société fonctionne, quoi. Flaubert et Balzac s'étaient beaucoup attaqués à la bourgeoisie. Quel est votre rapport à vous ? Je crois que ils s'y sont attaqués de plein de manières, parce qu'il y a plein de façons de s'attaquer à la bourgeoisie. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y a une façon un peu sociologique, anthropologique. Quels sont les grands traits de l'idéologie bourgeoise que vous décrivez ? C'est pas compliqué, c'est une classe de commerçants, et donc sa seule conviction réelle, c'est de... bourgeois de quelqu'un, si Oui, mais ça, c'est des choses un petit peu abstraites. Moi, je pense qu'il y a des prolétaires qui sont les bourgeois de personne. Bon, il ne faut pas oublier quand même. Et donc, si on ramène les choses, encore une fois, aux échanges économiques, je veux dire, on n'est pas tous le bourgeois de quelqu'un. Il y a des gens qui possèdent l'outil de production, il y a des gens qui font travailler les autres, quoi. Bon, et donc, et le but de ceux qui possèdent l'outil de production, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus lucratif possible, le plus rentable possible, d'augmenter toujours le taux de profit. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à absolument tout. Ils n'ont de religion que ça, l'augmentation du rendement et de la rentabilité. Il y a une différence entre le bourgeois du 19e et celui d'aujourd'hui ? De ce point de vue-là, absolument pas. C'est ça que j'appelais tout à l'heure l'invariance ou la constance de l'éthos bourgeois, qui est un éthos de commerçant et qui donc à ce titre-là veut toujours dégager plus de profit. Le bourgeois étant l'incarnation actuelle du bourgeois étant essentiellement l'actionnaire d'ailleurs, le grand actionnaire, c'est beaucoup ça. Après, il y a ce que le camarade Nicolas Framont, qui est un essayiste que j'aime beaucoup, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Parasite, lui, il distinguera aussi une classe qu'il appelle les sous-bourgeois, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas exactement les détenteurs, les propriétaires des moyens de production, mais qui sont alors parfaitement les complices de ceux qui sont un peu au-dessus d'eux, parmi lesquels il met par exemple les journalistes ou les cadres, enfin ceux qui sont
absolument en harmonie idéologique avec des gens qui, eux, sont les vrais possédants, qui sont les vrais actionnaires, mais eux, simplement, sont les véhiculeurs de l'idéologie, et donc ils adhèrent totalement. Ils ont choisi, alors que socialement, ils auraient pu passer dans un camp ou dans l'autre, ils ont choisi d'être les soutiens idéologiques des grands propriétaires. C'est un choix. C'est un choix, et dans ce cas-là, on se met à ce moment-là du côté de la bourgeoisie. Donc ce serait vrai, par exemple, d'à peu près toute notre classe médiatique. Une question de pur style, François Bégaudeau. Tous vos livres sont truffés de magnifiques punchlines. C'est un effet que vous recherchez ou c'est naturel chez vous? Alors quand je suis un tout petit peu pédant et cuistre, ce qui m'arrive vraiment énormément par nature, j'ai un peu de dédain vis-à-vis de cette expression de punchline qui est très contemporaine, qui vient beaucoup de la sphère Internet d'ailleurs. On s'envoie, avant même que le mot existe, punchline, qui est apparu je crois dans les années 90, 2000, évidemment issu des États-Unis, et je pense que ça venait beaucoup d'ailleurs de certaines, ça venait du stand-up. L'art de balancer une vanne en une seule phrase, quoi. Ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je pense qu'il y a un art de la punchline. Bon, avant même ça, moi, je lisais, quand j'avais 15 ans, les moralistes du XVIIe, La Rochefoucauld, les Maximes, je lisais Pascal, qui a un grand sens de la... Et à l'époque, on appelait ça plutôt de la formule. Mais la formule, c'est pas encore, pour moi, la vraie chose. La vraie martingale stylistique, pour moi, c'est d'arriver à dire énormément de choses en une seule phrase. C'est-à-dire à ramasser une pensée en une phrase ou deux. Et là, à ce moment-là, ce que j'appelle ça une phrase bien frappée. Alors, ce qui, de nouveau, nous ramènerait dans le punch. Hein, une phrase bien frappée, c'est qu'elle tape bien. Donc, de fait, il y a quand même quelque chose... Je peux pas... En fait, j'ai du dédain, mais je dois bien avouer qu'il y a une proximité stylistique entre la punchline et la maxime de La Rochefoucauld, ou certaines phrases de Pascal, de Blaise Pascal, que je trouve absolument admirables, de concision, qui ont l'air de ramasser une pensée que d'autres étireraient en 30 pages. Pascal arrive à le dire en 2 phrases, quoi. Alors ça, pour moi, c'est un idéal stylistique, ce qui fait qu'effectivement, ça va se retrouver un petit peu dans ma prose, cette espèce d'absolu stylistique qui serait celui d'une absolue concision, quoi. D'arriver à ramasser toute une pensée qui a fait son chemin pendant des années en un agencement syntaxique. Bon. Alors parfois ça donne peut-être des formules, peut-être expéditives d'ailleurs, je veux dire ça, il faudrait vérifier au cas par cas. Je pense que dans ma prose, il y a des choses qui sont discutables, dont on peut dire là il va un peu trop vite. Là, il généralise. Là. Ça, c'est le risque toujours de la concision. Le risque de la concision, c'est la généralité injuste et incorrecte au sens littéral du terme. Bon, donc voilà, ça, c'est au lecteur d'évaluer les choses. Il y a une notion qui revient dans la plupart de vos ouvrages, hein, c'est celle évidemment du capitalisme. Pourquoi une telle dénonciation, François Bégaudeau? Mais parce que moi, j'aurais jamais emmerdé le capitaliste s'il n'était pas venu m'emmerder. Voilà, mais le capitalisme, il vient nous emmerder puisque c'est... Mais est-ce qu'il y a des alternatives au capitalisme? Ah j'espère bien. Maintenant, il est possible que vous et moi, nous mourions en n'ayant connu que le capitalisme comme système d'échange. C'est tout à fait possible, mais ça n'empêche pas de pouvoir quand même essayer d'envisager à quoi pourraient ressembler des rapports sociaux qui ne soient pas sous tutelle de la marchandise. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi le règne du capitalisme? C'est le règne de la valeur marchande, de la valeur d'échange, aurait dit Marx. C'est-à-dire que les choses n'ont de valeur qu'en tant qu'elles ont une valeur marchande, une valeur sur le marché. Alors on est un certain nombre à rêver, à promouvoir et parfois même à appliquer déjà des échanges qui ne soient pas marqués au fer rouge par la valeur marchande. C'est ça en fait, tout simplement. Alors, il se trouve que si on considère que la marchandisation de l'ensemble de notre réalité est une bonne nouvelle pour l'humanité, alors on est béatement pro-capitaliste et puis on vote pour les partis de la conservation. Si à l'inverse on trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement aliénant là-dedans, de fondamentalement réducteur surtout, moi ce qui m'intéresse dans cette affaire à la base de tout, c'est de rendre la vie à sa multiplicité. C'est qui les opprimés aujourd'hui, pour vous? C'est tous ceux qui sont sous tutelle de la marchandise, c'est-à-dire à peu près tout le monde en fait. Simplement, il y a des gens qui sont quand même qui ont un peu plus la main que les autres, qui sont un peu plus les ordonnateurs de ce monde que ceux qui subissent ce monde. Moi, je considère que je subis ce monde-là depuis que je suis adolescent, c'est-à-dire en âge de devoir gagner ma croûte. Ou la majorité si vous voulez, ou juste après mes études, mais même, je veux dire, en gros, la scène matricielle de cette affaire, la scène centrale, autour de laquelle tous les débats politiques devraient tourner, parce que tout le reste est littérature, ou tout le reste est blabla pour Twitter. 95% des gens qui se lèvent le matin pour aller bosser ne sont pas contents d'aller bosser. Et si jamais ils étaient livrés à eux-mêmes,
si jamais ils écoutaient leur désir, ils feraient autre chose que d'aller travailler là où ils vont travailler. À partir de cet état de fait, il devient absolument légitime d'être radicalement contre cet état de fait. Ou alors on trouve tout à fait normal. Je veux dire, il y a des discours comme ça, dont on dit parfois qu'ils sont des conséquences d'un certain judéo-christianisme. Je trouve ça toujours un peu fumeux comme hypothèse. Mais il y a cette idée que quand même, bah, dans la vie, il faut en chier un peu, quoi. Bah ouais, mon vieux, bah oui, c'est vrai, tu auras un boulot et tu n'aimeras pas ton boulot. Ça veut dire que tu consacreras 40 heures de ta semaine, parfois 45, parfois 50, à faire des choses que tu... Et puis l'essentiel de ta vie en bonne santé, à faire des choses que tu n'aimes pas. Mais quel drôle de vie. Dans quel piège nous sommes-nous mis, nous, les humains? Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on se contente de ça, si on trouve que c'est normal, bah ma foi, voilà, faut en chier, c'est comme ça. Eh bien, continuons. Continuons à aliéner nos vies, continuons à être terriblement en dessous de nous-mêmes. Il faut partir de ce que peut un corps. Un corps peut beaucoup. Un cerveau peut beaucoup. Or, un cerveau et un corps font beaucoup moins que ce qu'ils peuvent dans une vie. Voilà l'élément de tristesse de départ. Et voilà ce contre quoi nous devrions tous être vent debout. Vous pensez que ce combat, il peut encore trouver un véritable écho dans la population, ce combat contre le capitalisme? Bah, il me semble que oui, non, enfin, et quand bien même il ne trouverait pas d'écho, moi je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'une infime minorité de gens pense quelque chose, ça n'invalide pas la chose même. Ça c'est aussi mon côté littéraire, si vous voulez. Il y a très très peu de gens qui lisent Gombrowicz et Bolagno sur Terre. Est-ce que pour autant Gombrowicz et... Bah oui, une infime minorité. Est-ce que ça invalide Gombrowicz et Bolagno? Moi, je ne pense pas qu'une pensée ou un rapport au monde soit invalidé par le fait qu'il est porté par des minorités. Il faut l'examiner en tant que tel. Oui, enfin, quand même, ça pose quelques questions. Parce que comment vous expliquez que, justement, par exemple, ces classes populaires, longtemps défendues d'ailleurs par la gauche, dans une logique de lutte justement contre l'oppression, elles soient aujourd'hui si éloignées de la gauche, dans les urnes, justement, vous parlez de politique? D'abord, les classes populaires longtemps défendues par la gauche. La gauche digne de ce nom continue... Qui défend encore les opprimés aujourd'hui contre la bourgeoisie? Voilà, plutôt. La gauche digne de ce nom, la gauche qui mérite ce nom, continue à défendre les classes populaires et continue à mettre elle existe encore, la condition populaire au centre de sa réflexion. Cette gauche-là, justement, vous parliez de... Mais évidemment qu'elle existe. Mais elle est plus très elle existe. Oh, je ne pense pas qu'elle existe ni plus ni moins qu'avant. Elle a toujours été minoritaire. Je ne pense pas qu'elle soit plus minoritaire qu'avant, je ne crois pas du tout. On dit toujours les classes populaires ont quitté la gauche. Bon, il se trouve qu'à un moment, il y a eu un parti qui a absorbé beaucoup des fragments importants et des pans importants des classes populaires, c'est le Parti communiste. Bon, très bien. Il y a 1000 raisons matérielles et extrêmement concrètes à ça, à ce phénomène-là, qui a fait qu'à un moment, le Parti communiste a pu comme ça aimanter une partie non négligeable des classes populaires et notamment du pan ouvrier des classes populaires. C'est un peu moins le cas maintenant, pour des raisons tout aussi matérielles, pour des raisons aussi de contre-offensive du grand capital, qui n'a eu de cesse pendant tout le XXe siècle que de vouloir démanteler tout ça. Démanteler, disséminer le mouvement ouvrier dont le Parti communiste était une espèce de cristallisation. Donc tout ça, c'est la guerre, c'est aussi ça les rapports de classe, hein. C'est aussi ça la lutte des classes. C'est la lutte que mène le capital contre le mouvement ouvrier. Et c'est bien ce qui s'est mis en œuvre, notamment à partir du début du XXe et avec une grande accélération après-guerre, quoi. Il fallait absolument démanteler tout ça. Il y avait une force qui s'était constituée, il fallait l'émietter, il fallait l'affaiblir. Et ma foi... tout ça a été techniquement très très bien orchestré. Ce qui fait que, effectivement, les classes populaires ne se précipitent pas dans les bras de ce qu'on appelle la gauche. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas si nouveau que ça. Je pense que c'est plus le Parti communiste qui était une exception dans l'histoire. Parce qu'en fait, le tout venant, c'est assez logique en fait que les classes populaires ne se politisent pas immédiatement du côté de l'esprit révolutionnaire. J'ai écrit des choses ici ou là là-dessus. Elles se politisent plutôt du côté d'ailleurs du Rassemblement national. Oui, enfin ça c'est contingent. C'est relativement, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Et même, bon, ça on pourrait y revenir. Mais a priori, comment dire, je pense qu'il y a une chose qui notamment crée un hiatus fondamental entre les classes populaires et des mouvements d'émancipation, parce que j'aime bien les appeler comme ça, c'est que les classes populaires, très légitimement, connaissant la précarité, c'est bien ça qui les distingue, elles sont précaires socialement. C'est quoi la précarité? C'est une fragilité sociale. Vous êtes insécurisé en permanence quand vous êtes un prolétaire, quand vous faites partie des classes inférieures. Peut-être que le surcroît d'insécurité que vous proposent les mouvements d'émancipation, vous n'en voulez pas.
Vous aspirez plutôt à une stabilité de votre situation, plutôt que de lâcher la proie pour l'ombre, comme le proposent les mouvements d'émancipation. Donc je pense que là, il y a un hiatus qui a été analysé assez tôt dans l'histoire du mouvement ouvrier ou dans l'histoire des mouvements anarchistes. Donc finalement, il n'est pas complètement illogique que les classes populaires ne se donnent pas comme ça immédiatement au mouvement d'émancipation. Et voilà, et c'est pas, ça, je pense que ça n'invalide pas pour autant, ça disqualifie pas pour autant la gauche ou les pensées de cet ordre-là. Votre dernier livre, François Bégodeau, s'appelle Boniment. Pourquoi un tel titre ? Parce que je voulais mettre en évidence justement la composition, disons, commerciale de l'affaire, quoi. Je trouve qu'en général, d'ailleurs, il y a, ce qui nous renverrait peut-être à Flaubert et Balzac, parce que je n'ai pas répondu là-dessus, mais il y a parfois, alors je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour Balzac et Flaubert, et notamment pour le deuxième littérairement, mais il y a parfois une critique de la bourgeoisie qui est une critique un peu qui ressemble un peu pour moi à du billet d'humeur, c'est-à-dire qu'on a constitué le bourgeois comme une espèce de sociotype qui aurait des travers. Bon, il est égoïste, il est vénal, il est ceci et cela. D'ailleurs, sa morphologie change en fonction des époques. Le bourgeois de Brel, par exemple, on l'imagine un peu ventripotent et suant, alors que le bourgeois macronien contemporain et start-upper, il est absolument mince. Il va à la salle de fitness, il mange du poisson cru. Donc ça change un peu comme ça. Le profil type du bourgeois change au fil des siècles. Mais ça, c'est une critique un peu qui est intéressante, qui peut avoir sa drôlerie, mais qui me paraît un peu superficielle si elle occulte la scène fondamentale, qui est la scène d'appropriation des richesses, qui est la scène d'accumulation des richesses, qui constitue le bourgeois. Et c'est là-dessus que je voulais réinsister dans Boniment, comme je l'avais un peu fait déjà dans l'histoire de ta bêtise. Et c'est pour ça que je trouvais qu'un titre qui lorgne un peu vers la langue commerciale, puisque le bonimenteur, c'est celui qui, à l'entrée d'un magasin ou d'une échoppe, essaie de vous attirer en produisant des éléments de langage, on pourrait dire. Tiens, c'est marrant ce que vous dites. Pour vous, le langage, c'est le révélateur des rapports de classe ? Oui, c'est un symptôme. D'abord, rien ne vous caractérise davantage que votre façon de parler socialement. Et ça, tout le monde le sait intuitivement. Tout le monde sait, tout le monde pratique cette sociologie empirique qui consiste à identifier... Donc à vous entendre, vous êtes un bourgeois. Il y a un sociotype auquel j'appartiens pleinement, qui est celui de ce qu'on appelle la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est ça, c'est en gros ceux qui vendent des biens symboliques, comme aurait dit Bourdieu, c'est-à-dire ils écrivent des livres, enfin ça brasse des idées, ça brasse des discours, bon. Et effectivement, on acquiert ces lettres de noblesse dans ce domaine si on montre une certaine maîtrise de la langue. Donc à ce titre-là, je veux dire, j'appartiens aux classes supérieures de ce point de vue-là. Après, il faudrait voir... Je me souviens que dans une précédente émission, justement, où je vous avais reçu, vous aviez fait cette fameuse punchline, le bourgeois de gauche. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il est de gauche, voilà. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il est bourgeois. Oui, voilà, je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le bourgeois de gauche, c'est quelqu'un qui se croit de gauche alors qu'il n'est que bourgeois. Et qu'à ce titre-là, il n'est pas de gauche. Il est du côté des propriétaires, et donc il est du côté de la conservation de l'existant. Donc moi je pense que bourgeois de gauche est très largement une oxymore. Il faudrait peut-être se faire à l'idée, quoi. Et d'ailleurs je pense que Macron a très largement résolu le problème. Merci Monsieur Macron qui aura au moins servi à ça. D'ailleurs en parlant de Macron, vous le définiriez comment sur un plan social ? On a un peu de mal à le situer. Ah non, moi j'ai aucun mal à le situer, mais vraiment pas. C'est un bourgeois, il a grandi dans la bourgeoisie, son père est médecin. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été du côté des propriétaires, c'est quelqu'un qui a toujours considéré que globalement l'ordre social était légitime et plutôt bien organisé et bien équilibré et donc il fallait travailler à sa préservation et à sa conservation. Bon, il est absolument le bourgeois qu'il est, quoi. Il se trouve que par rapport à son origine sociale, qui était plutôt la bourgeoisie de province, avec quand même ce passif médical qui est intéressant, qui crée une bourgeoisie bien particulière, parce qu'évidemment il y a plein de sous-catégories à la bourgeoisie. Il s'est hissé vers la bourgeoisie financière. Ça c'est vrai, son parcours, en passant par Rothschild, comme on sait. Bon, c'est quelqu'un qui est assez fasciné, je pense, par les flux financiers, par la fructification actionnariale. Il a rajouté ça, disons, à ce qui était son socle, son petit terreau de bourgeoisie de province. Il a ajouté cet élément comme ça, on pourrait dire de modernité, d'une certaine modernité, en tout cas un peu transnationale, un peu fasciné par le monde anglo-saxon, se piquant d'être bilingue, ne rêvant que de grandes universités américaines. Bon voilà, ça nous fait un Macron, quoi, mais vraiment qui est pour moi avant tout vraiment le prototype, enfin pas le prototype, mais disons le type même du bourgeois conservateur. Et
Et ça c'est pas d'hier, je veux dire, dès 2012, nous savons tous ça. Enfin, les gens qui ont un peu des yeux et des oreilles, parce qu'il est arrivé que des gens prétendent qu'il était de gauche. Il est même arrivé que des gens prennent au mot sa flibusterie lexicale qui avait consisté ou son escroquerie lexicale qui avait consisté à se promouvoir progressiste. C'est le mot qui ne veut plus rien dire d'ailleurs, progressiste. Je veux dire, tous ceux qui l'utilisent maintenant devraient être sommés de tout de suite nous dire ce qu'ils entendent par là, parce que je pense qu'il y a un vecteur de confusion là-dedans. Mais non, il est un homme de droite, comme d'ailleurs son épouse. En parlant de modernité, justement, dans ce dernier livre, comme dans le précédent, d'ailleurs intitulé Ma cruauté, qui était paru, si je ne me trompe, chez Gallimard, vous analysez également le rôle des réseaux sociaux dans la société. Pourquoi ce sujet vous intéresse-t-il tant, François Bégodeau ? Alors, dans Ma cruauté, qui est un roman, c'est ça la spécificité du roman. Je n'ai rien à dire sur les réseaux sociaux dans Ma cruauté. Je n'ai pas de propos sur les réseaux sociaux. En revanche, je trouvais que c'était un élément de narration et un élément littéraire tout à fait captivant et fécond. Parce qu'en fait, je pense qu'on fait de la littérature avec des nœuds, c'est-à-dire des choses qui sont indénoables. C'est avec ça que moi je fais mes romans. C'est quand je me retrouve dans des zones où ma religion n'est pas faite, parce qu'il est absolument impossible de se faire une religion. Donc par exemple, sur les réseaux sociaux, ou sur cette espèce de déchaînement de paroles. Sur cette place que les réseaux sociaux prennent de plus en plus. Il y a plein de choses à en dire, mais d'abord, je pense que beaucoup déjà de gens ont une opinion sur les réseaux sociaux. La petite chose savoureuse et tout à fait typique de notre modernité, en tout cas d'un certain état du monde capitaliste, étant que à peu près 100% des contempteurs des réseaux sociaux en sont aussi les usagers frénétiques. Bon, alors quiconque arrive à son tour sur la place publique pour à son tour critiquer les réseaux sociaux devrait commencer par dire oui, enfin bon, je suis pas le premier, j'ai pas découvert l'eau tiède, et troisièmement, j'en suis moi-même un usager. Et donc c'est ça l'ambiguïté et l'aporie ou l'ambivalence qui fait que ça peut donner une zone de romanesque intéressante. Et dans le roman, par exemple, je m'amusais à transformer précisément quelqu'un qui regardait les réseaux sociaux un peu de haut, parce que c'est un intellectuel, c'est un universitaire, 18e-iste. Alors il contemple un peu le contemporain comme ça, en surplomb. On me dit, oh là là, mais ça c'est la plèbe, c'est tous ces gens. Bon, on en est tous là, d'ailleurs on regarde tout ça un petit peu en surplomb. Sauf qu'il allait comprendre de l'intérieur les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Et lui-même qui déplore comme ça cette zone de cacophonie informe, réversible, eh bien, il va voir qu'il va pouvoir s'en servir notamment pour ourdir une vengeance. Alors ça, c'est l'espace du roman. Dans le roman, on peut vraiment affoler les choses de sorte que je ne suis plus là pour critiquer les réseaux sociaux, je suis là pour voir à quel point je pourrais m'en servir et les retourner contre eux-mêmes en quelque sorte. Ça, c'était ce que je faisais dans Ma cruauté. Plus généralement, sur les réseaux sociaux en tant que tels, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter à la litanie de critiques dont ils sont l'objet, et encore une fois, venant de gens qui en sont les premiers bénéficiaires ou les premiers colporteurs. Donc moi, j'ai qu'une seule chose à lire, écoutez, éteignez vos écrans et lisez. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Or, je vois bien que tout un tas de contempteurs des réseaux sociaux... Vous n'y êtes pas sur les réseaux sociaux ? Oh, bah si, un peu, bien sûr, oui. J'utilise un petit peu de façon, d'ailleurs, professionnelle. On pourrait presque dire, ça me permet d'avoir un peu de contact. Ouais. Non, mais alors moi, je passe pas mon temps à débattre sur les réseaux sociaux. Ça, vraiment, je fais pas ça. Je pense que c'est très chronophage et un peu toxique. Répondre. Bah oui, mais parce que la grande différence entre Raphaël Enthoven et moi, enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a une fondamentale, c'est qu'il a vraiment renoncé à la littérature. Et donc moi comme j'ai pas renoncé, comme j'ai cette espèce d'ambition désuète de continuer à écrire des livres, et des livres que j'espère... Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, il a renoncé? Bon, il écrit pas, Raphaël Enthoven, il a renoncé à l'écrit. Moi non. Et donc du coup c'est du temps. Écrire un livre comme Ma cruauté, qui fait 300 pages, c'est 2 ans de travail. Écrire Boniment, qui paraît un livre un peu plus facile, c'est un peu de travail quand même. J'ai déjà fini un livre qui sort en septembre, un petit roman. Je suis déjà sur un autre essai, etc. Bon. Vous êtes très productif. Hein. Oui, je pense que de façon un peu pathologique d'ailleurs, donc je ne me prévaux pas de ça. Mais ce que je veux dire, il se trouve que... C'est un besoin. Oui, je pense qu'il y a une angoisse au travail. Et puis il y a aussi une appétence pour ça. J'ai un grand appétit de littérature, comme lecteur, mais aussi comme producteur. C'est-à-dire que souvent, moi, je commence un livre en me disant « Tiens, ça va donner quoi ?» J'y vais avec la même curiosité avec laquelle j'ouvre un livre de quelqu'un d'autre, en fait. Je dis, tiens, si jamais je faisais un truc qui s'appellerait Ma cruauté, et ce serait un type qui se vengerait en se servant des réseaux sociaux, ça donnerait quoi? Est-ce que vraiment il y a un bon livre à faire là-dedans? Donc j'ai de la gourmandise par rapport à ça, ça m'excite beaucoup d'écrire. Bon, alors pour en venir à Raphaël Enthoven, lui, n'ayant pas dans son emploi du temps des choses qui soient imparties à écrire des livres, et grand bien lui fasse, c'est un choix de vie, il peut passer sa vie sur Twitter. Et comme il a renoncé aussi à la philosophie,
il peut se contenter d'échanges un peu comme ça, sauvages, sur les derniers faits d'opinion du moment. Ah, on sent que vous l'aimez bien. Je l'adore. J'aime beaucoup, je le respecte infiniment. Ça se sent. Il y a un autre de vos livres qui avait également attiré mon attention l'année dernière. Il s'intitulait « Comment s'occuper un dimanche d'élection ». Vous y expliquez votre abstentionnisme affirmé. Vous analysez par bien des aspects le fonctionnement de notre démocratie. Pourquoi le vote n'a, selon vous, François Bégaudeau, plus de sens ? Alors il y aurait deux choses, c'est-à-dire que je crois que ce que j'essayais de faire... Comment en êtes-vous arrivé à ne plus croire au vote ? C'est un peu triste. J'y suis arrivé très tôt. Il se trouve qu'il y a eu une petite parenthèse dans ma vie où j'ai voté pour des raisons anecdotiques. Parce qu'à un moment, j'ai été un peu fatigué de ma propre posture radicale. Quand j'ai eu, entre 30 et 35 ans par là. D'ailleurs, parenthèse, vous votiez pour qui à cette époque quand vous votiez ? Je votais plutôt gauche radicale au premier tour, par exemple Besancenot, et puis au deuxième tour, je votais PS, comme tous les gens de gauche, un petit peu conséquents quand ils disent. Non, j'avais aucun espoir. Je votais sans espoir, mais j'en avais un peu marre de regarder ça de loin. J'avais envie de vivre pour une fois un petit peu avec mes semblables, de sacrifier aux mêmes affects qu'eux. Donc il y a un gros affect électoral dans le corps social. Bon, je me suis dit, je vais jouer le jeu, quoi. Non, mais vous y croyiez pas. Non, j'y ai jamais cru, mais dans une vieille structure. C'est pour ça que je vous corrigerai, si je peux me permettre. C'est pas que je ne crois plus aux élections, c'est que je n'y crois pas structurellement. Et c'est ça que ce à quoi j'essayais de refaire droit dans ce petit livre, c'était de rappeler des choses qui avaient été dites dès l'émergence, disons, de notre système électoral au 19e, à savoir que les élections sont pipées structurellement. Je veux dire, elles n'ont pas été dévoyées, elles n'ont pas été dénaturées. C'est un peu comme l'école, vous savez, l'école, il y a des gens qui disent « l'école, au départ, c'est super, puis en fait, ça a été dévoyé ». Non, je pense que le verre était dans le fruit. La structure même de l'école est inégalitaire, et là pour sélectionner, pour trier et pour relégitimer la bourgeoisie. Bon, les élections, c'est pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, elles naissent à peu près en même temps. C'est la Troisième République, la matrice, toujours, de notre modernité, institutionnelle en tout cas. Et l'école, les élections sont nées à peu près en même temps, et je pense qu'elles avaient l'une et l'autre une même fonction de conjurer la contestation sociale. Et la contestation qui s'était cristallisée par la Commune, qui avait totalement effrayé la bourgeoisie. Donc il fallait conjurer ça. Et on l'a conjuré, je simplifie, il y a plein d'autres raisons, c'est multifactoriel comme on dit. Mais un des éléments d'émergence de l'école à ce moment-là, et d'émergence de notre système électoral tel qu'on le connaît encore maintenant, c'était vraiment de faire en sorte qu'on puisse stabiliser les institutions, de sorte que jamais une contestation comme celle des communards, ou en tout cas du mouvement ouvrier, puisse arriver au pouvoir. On allait neutraliser la contestation populaire en l'absorbant dans un système électoral. Donc, non content de constater que les élections font toujours gagner les partis conservateurs, il faut aller au bout de la pensée structurelle et dire qu'en fait, elles sont vouées à ça, elles sont faites pour ça, elles ont été pensées pour toujours relégitimer le parti de l'ordre. Et donc c'est vrai qu'il est tout à fait étonnant que des gens de gauche qui veulent contester cet ordre-là croient qu'il puisse advenir de l'émancipation et disons une refonte réelle du corps social à travers des élections. Il y a une contradiction interne et c'est là-dessus que je parlais dans ce petit livre qui était essentiellement adressé à la gauche d'ailleurs. Elle était adressée à l'électeur de gauche. Puisque l'électeur de droite, lui, il n'a pas d'état d'âme. Il sent intuitivement que les élections font toujours gagner le parti de l'ordre, donc il y va allègrement. La droite vote massivement. Quels sont nos moyens, quels seraient nos moyens d'action si, selon vous, le vote n'est plus utile ? Nous parlons actuellement à l'heure où un mouvement social de très grande ampleur est en cours. Une manière de faire valoir. Justement, vous ne craignez pas qu'en discréditant le vote, on en arrive peut-être à un retour de la violence en politique, justement C'est pas moi qui discrédite le vote, c'est le vote qui s'est auto-discrédité. C'est le vote qui, d'emblée, le vote aux élections, je dis bien, c'est les élections qui sont intéressantes. Vous êtes démocrate ? Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Si vous me le définissiez, je vous dirais si je le suis ou pas, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Très bien, je pourrais adhérer à ce mantra. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Le pouvoir de qui ? De quel peuple ? En fait, de quel peuple est-ce qu'on parle ? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il arrive que la majorité. Oui, mais la majorité, elle n'a pas de facto raison. Il y a des majorités bêtes. Oui, donc en fait, c'est pas très intéressant de se situer de cette façon-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens se manifestent dans l'espace social et font valoir leur sensibilité politique, leur sensibilité sociale. Ils se manifestent, ils font effraction dans le jeu à somme nulle des débats publics. C'est ce qui se passe pendant une grève, c'est ce qui se passe pendant un blocage, c'est ce qui se passe pendant un mouvement social, c'est ce qui se passe quand des écolos bloquent telle ou telle chose ou essaient d'attirer l'attention vers tel ou tel projet polluant et destructeur
pour pouvoir renverser l'opinion et pour pouvoir faire en sorte que ça se passe autrement. Ce qui s'est passé par exemple dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Là, ils font de la politique. Là, ils exercent une espèce de démocratie directe, effectivement. Mais la notion de citoyenneté, par exemple, elle a encore un sens quand même pour vous, cette notion? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le citoyen. Pour moi, ça m'a toujours paru une notion extrêmement abstraite, quoi. Moi, je ne vois pas des citoyens, moi, je vois des individus sociaux. Mais la notion de citoyenneté, elle a quand même un sens pour vous, cette notion, François Bégaudeau? D'abord, je constate empiriquement, et c'est toujours intéressant de se faire une autodescription, de se voir faire, de se regarder faire. Et moi qui parle beaucoup, qui écris beaucoup, je vois que ce mot ne tombe jamais sous ma plume, et ne me tombe jamais dans la bouche. Donc là, je me pose une question, en fait, pourquoi ça se fait que tous, ils disent citoyens? Ils ont que citoyen à la bouche, citoyenneté, machin. Puis moi, non, jamais. Alors donc, je pense que j'ai une grande perplexité fondamentale sur ce terme. Et j'attends toujours qu'on définisse exactement ce que c'est. Je pense qu'en fait, le citoyen est une notion très abstraite, une notion de philosophie politique, telle que j'ai jamais aimé en lire, d'ailleurs, y compris quand je disais un peu de philo. Tout ça est très abstrait. C'est une conception très formelle de la démocratie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement comment se jouent véritablement les choses. Et moi, je dirais pas que les gens qui sont dans la rue actuellement contre la réforme des retraites sont des citoyens. C'est des gens situés socialement qui considèrent que cette réforme est inique et qui considèrent légitime de pouvoir le faire valoir et même d'engager un rapport de force pour faire en sorte que cette réforme ne soit pas votée. Je vais vous poser la question différemment, mais je devine un petit peu la réponse. Mais est-ce que vous avez un attachement à la nation française, François Bégaudeau? Je crois que non, si je me souviens bien de la lecture de Notre Joie, mais dites-nous. Mais c'est pareil, vous savez, en fait, c'est bizarre de me demander si j'ai de l'attachement ou pas à quelque chose dont on ne me donne pas la définition. Si vous me demandez si j'ai un attachement ou pas au brocoli, je vous dirais oui. Vraiment, j'aime bien ça. C'est un des rares trucs que je cuisine en plus, j'aime bien, je pense que je suis assez bon en cuisson de brocoli. Par ailleurs, ça me fait pas mal au foie, ce qui est assez rare pour les légumes. Donc oui, je suis attaché au brocoli. Mais je vois très bien ce que c'est qu'un brocoli. J'en connais la consistance, la matérialité, le goût, ce que ça me fait, ce que ça me fait pas. Et la nation française, non. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Dès que vous me dites le contenu que vous mettez à la nation française, je vous dirai, mais immédiatement et avec mon volontarisme proverbial, ce que j'en pense. Mais je ne sais pas a priori ce que c'est. C'est quoi? C'est Adolphe Thiers ou c'est les communards? C'est Napoléon ou c'est Arthur Rimbaud? C'est les surréalistes des années 20 ou ceux qui ont envoyé toute la paysannerie française se faire laminer dans les tranchées? C'est quoi la nation française? C'est la nation impériale qui est allée exterminer des peuplades entières, en tout cas les piller, les excorquer, les esclavagiser? Ou est-ce que c'est la nation qui a produit un certain nombre d'écrivains, de cinéastes, de musiciens que je peux aimer? Voilà, le problème, c'est que je considère qu'une nation française, c'est une entité qui ne veut rien dire. Mais vous comprenez qu'une partie des Français puisse être attachée à la France, comme ils l'ont connue il y a 30 ou 40 ans, par exemple? Déjà, ça devient un tout petit peu plus concret. Là, on ne parle plus du tout de la nation française, on parle d'un moment de l'histoire de France ou de la société française qui aurait été donc il y a 30 ans, les années 70, si je comprends bien, parce que je connais bien cette ancienne. Et donc là, les gens seraient attachés à ça. Bon, là, on peut commencer à discuter. C'est vrai que j'entends souvent Pascal Praud épancher sa nostalgie des années 70. Bon, d'abord, il faudra lui dire, Pascal, on a à peu près le même âge, t'es d'abord nostalgique du moment où t'avais 15 ans. Bon, ce qui est normal, Pascal, donc calme-toi, tout va bien se passer, comme dirait l'autre. Deuxièmement, c'était quoi les années 70 ? Qu'est-ce qui est si désirable là-dedans qui fasse que ça suscite une nostalgie de la part de certains? Voyons quelles elles étaient. Par exemple, j'avais entendu, on entend parfois des gens dire « Ah, la télé de l'époque, c'était autre chose ». Mais moi, je l'ai connue, enfant, la télé de l'époque. Je veux dire, on se faisait chier. On s'ennuyait beaucoup. Il y avait tout un tas de choses tout à fait ennuyeuses. Alors, puis, il y avait des choses magnifiques. Le droit de réponse, c'est un peu là, quand même. Oui, alors, par exemple, droit de réponse, mais il faut toujours être concret. Moi, à droit de réponse, là, vraiment, j'en suis contemporain, puisque j'avais de 13 à 17 ans. Quand je crois que ça existait de 82 à 87, je crois. Et moi, j'ai de 11 à 17 ans, à ce moment-là. Et c'est vraiment le moment où je me politise. Donc, en fait, à la maison, mes parents, ils vont se coucher à 21h30, et moi, je regarde droit de réponse. Je comprends pas tout, mais ça me passionne, etc. Mais moi, je me souviens, pour un moment de télé qu'on met en avant dans des zappings sempiternels, mais je veux dire, c'était des émissions très sérieuses, avec du dossier, et je veux dire, en fait, les gens ont la nostalgie de deux émissions qui ont été particulièrement chaotiques, parce qu'il y avait Gainsbourg qui était bourré, il y avait Coluche, je sais pas quoi, mais en fait, le tout venant de droit de réponse, c'était une émission sérieuse, documentée, qui d'ailleurs a été virée en tant qu'émission de gauchiste, à partir du moment où TF1 a été privatisé, il faut aussi le rappeler ça. Donc c'était pas non plus... Il avait regardé Bouygues, je crois qu'il y avait
écrivez une caricature. Tout à fait. Ce dont il faut se défendre absolument, c'est il faut toujours redialectiser les choses, c'est-à-dire renvoyer les choses à leur conflictualité propre. Cette idée que les années 70 c'était une décennie d'harmonie où le peuple français avait une certaine cohérence entre lui, alors que depuis on s'écharpe beaucoup, on s'est beaucoup, divisé. Non, il y avait des conflits sociaux, il y avait des conflictualités très très fortes. Et donc la grande nostalgie unanimiste sur droit de réponse, puisqu'on prend cet exemple-là, mais il faut toujours prendre des exemples. Mais je veux dire, oublions ça. Ça a été une zone de conflit énorme. C'est-à-dire qu'au moment où arrive la première émission de droit de réponse, encore une fois, j'en suis contemporain, je me souviens très bien qu'il y a la moitié de la France qui est contre. La moitié de la France qui réclame qu'on suspende cette émission de gaucho. Parce qu'elle était identifiée comme une émission de gaucho. Et les Pascal Praud de l'époque, ils n'aimaient pas beaucoup cette émission de gauchistes. Alors maintenant, ils peuvent toujours se prévaloir du fait que c'était l'époque où on pouvait parler. Ils ont été parmi les gens qui étaient plutôt du côté de la censure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la leçon de tout ça, c'est toujours la même. Il y a des grandes idées, il y a des grandes généralités dont on se prévaut plus ou moins, la nation française, les années 70. Maintenant, moi j'aime bien les regarder de près. On les regarde de près et on les rend à leur multiplicité, à leur conflictualité, à leur complexité. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de nostalgie à avoir des années 70. Moi, je ne suis pas nostalgique des années 70, je ne suis pas nostalgique de Guy Lux. Je suis éventuellement nostalgique des Rolling Stones. Vous voyez ? Mais dans les années 70, il y a Guy Lux et les Rolling Stones. Donc de quoi on me parle quand on me parle des années 70 ? J'ai l'air de dire des choses parfaitement tautologiques et bidons, mais je m'étonne du fait que ce réflexe sain ne soit pas plus développé. Ce sujet de l'attachement à la France, il est souvent lié à un autre sujet, c'est celui de l'immigration. Alors justement, là c'est intéressant, j'aimerais bien avoir votre regard, François Bégaudeau, sur cette question politique qui est aujourd'hui, on va dire, centrale dans le débat public. Sur cette question politique, certains ont œuvré à rendre centrale. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Moi, c'est pas central dans ma réflexion politique, l'immigration. Ce qui est central, pour moi, c'est les rapports sociaux. À ce titre-là, les rapports sociaux, je constate que beaucoup de gens qu'on appelle des immigrés, qu'on appelle parfois des migrants, sont en situation de subordination dans les rapports sociaux. À ce titre-là, ils ont ma sympathie. Ce sont les souffrants de l'histoire. D'accord ? La question de l'immigration, c'est d'abord la question des migrants. Les migrants eux-mêmes sont des gens qui souffrent. Comme vous le savez, comme n'importe qui le sait, comme n'importe qui veut voir le réel, et donc l'apprendra. Je veux dire, on connaît les parcours migratoires, qui sont vraiment des parcours de surprolétaires. Ou de sous-prolétaires, ça dépend du point de vue. Pardon de vous interrompre, François Bégaudeau, mais j'aimerais bien vous citer, un peu à la façon de Pascal Praud, qui remonte ses lunettes dans son émission, un discours d'un certain Georges Marchais, qu'on peut quand même pas accuser, selon moi, d'être de droite, qui a été prononcé en 1981, c'était à Montigny-les-Cormeilles. Je vous la cite. La présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés fait que la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Une citation de Georges Marchais. Ça vous inspire quoi, ça ? D'abord, si j'étais un peu taquin, je dirais que c'est quand on se balade un peu dans les médias plutôt marqués à droite, on est très rarement décontenancé, parce qu'en fait, les éléments de langage sont toujours les mêmes. Et donc, par exemple, cette citation de Georges Marchais, ça serait hyper intéressant un jour, si un ordinateur était capable de faire ça, le nombre de fois il a été cité par quelqu'un de droite depuis 15 ans. C'est extraordinaire, cette capacité... Je regarde s'il y a quelqu'un de droite derrière moi. Non, mais que chacun se reconnaîtra. Mais c'est assez étonnant comme phénomène sociolinguistique. J'en parlais beaucoup dans Notre Joie. Écoutez, je vais vous surprendre, avant de préparer cette émission, et je vous demande de bien vouloir me croire, mais je ne la connaissais pas. D'accord, mais peut-être parce que vous écoutez moins les gens de droite que moi. Ou peut-être que les médias ne sont pas forcément de droite. Mais si vous les écoutez... oui, mais enfin, vous savez, il y a pas mal d'éditorialistes très de droite maintenant, très marqués. Il y a même une chaîne qui est complètement dédiée à une certaine droite dure. Laquelle ? Comme vous le savez, c'est News, bien sûr, mais c'est pas une attaque ce que je fais, ils le savent eux-mêmes. Enfin, je pense même qu'ils trouveraient ça très flatteur, ce que je suis en train de dire. Vous n'y avez jamais été invité Non, pas que je sache, à mon grand dame, j'aimerais bien, ouais. Ouais, c'est surprenant. Mais non, oui, comme par hasard. Et vous y iriez si vous eux qui donnent la parole à tout le monde. Ça dépendrait des conditions. C'est comme ici. Ici, on a un échange très amical. Moi, le seul truc qui m'importe, c'est est-ce qu'on a le temps de parler. Voilà. Si on m'invite sur CNews pour parler 7 minutes ou être autour d'une table avec 6 autres personnes où on ne pourra pas en placer une, j'irai pas. Et pour débattre face à, par exemple, Éric Zemmour, vous iriez ? Débattre face à Éric Zemmour, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je trouve ça trop faible. Ah, au niveau de la pensée ? Il faut pas débattre avec Éric Zemmour, il faut faire faut l'allonger sur le divan.
Moi, c'est ça qui m'intéresserait. C'est faire un entretien psychologique avec Éric Zemmour. Ce ne serait pas un débat, c'est moi qui lui poserai des questions. La première question étant, qu'est-ce qui ne va pas, Éric ? Ça vient d'où, en fait ? C'est quoi le problème ? On va en parler tranquillement, en toute bienveillance. Me débattre avec Zemmour, le type il va dire ah ouais, grand remplacement, puis moi je vais répondre bon non, moi je trouve pas grand remplacement. Enfin ça va vraiment être passionnant, vous voyez. Non, parfois tous les débats ne sont pas forcément passionnants, donc il ne faut pas confondre l'excitation qu'on aurait à un certain casting de débat et son intérêt théorique et politique véritable. Alors je vous parlais de Georges Marchais, mais est-ce que la gauche marxiste, elle n'est pas fondamentalement contre l'immigration ? Alors, donc j'insiste bien sur le fait... Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir à cette phrase de Marchais, que par ailleurs je connaissais, qui est un classique, mais je pense qu'en fait, vu de loin, moi il y a un truc qui me frappe toujours, pardon, je vais encore parler de la droite, mais je pense que ça existe la droite, mais ce qui me frappe souvent chez les gens de droite, qui peuvent être des gens intelligents, pas intelligents, sportifs, pas sportifs, aimer le foot, pas aimer le foot, il y a plein de gens différents. Mais il y a un truc, c'est qu'ils ont une méconnaissance du continent de gauche qui est stupéfiante. Alors, une méconnaissance, je pense, très largement volontaire de leur part. Ils préfèrent ne pas savoir. Ils aiment bien regarder ça de loin. Donc, par exemple, ils vont dire « la gauche, en ce moment, c'est le wokisme ». Comme ça, c'est bien. Comme ça, ils négligent qu'il y a tout un pan de la gauche. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est factuellement faux. Si vous regardiez vraiment quelle est l'offre de gauche actuellement dans le champ intellectuel, dans le champ des discours, dans le champ militant, vous sauriez que les wokistes, il y a très très peu de gens qui se disent wokistes et que le logiciel fondamental de la gauche n'est pas là. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, si vous connaissiez un peu mieux la gauche, vous sauriez que toute l'histoire pratiquement, je dirais, de la gauche du XXe siècle, en tout cas des forces vives réelles de la gauche aussi. La gauche, elle n'a pas largement abandonné le peuple, non ? Vous pensez pas ça ? Attendez, une chose à la fois. Ouais. Que ce soit dans le champ intellectuel ou dans le champ militant ou dans le champ, disons, de l'exercice politique, a été contre le Parti communiste. Contre le Parti communiste. Je veux dire, beaucoup d'intellectuels de la gauche radicale se sont construits contre le Parti communiste. Parce que le Parti communiste considéré comme stalinien. Parce que le Parti communiste considéré comme un peu réactionnaire sur un certain nombre de problématiques sociétales, comme on disait pas encore à l'époque, on disait pas sociétales. Et notamment, je veux dire, un certain nationalisme du Parti communiste qui parfois le faisait aller dans des drôles d'affects qui le rendaient relativement indissociable ou en tout cas difficile à distinguer de l'extrême droite, en tout cas de certaines pensées réactionnaires sur notamment la question migratoire. Donc Georges Marchais n'est pas un modèle à gauche. Pas du tout, du tout, du tout. Donc prendre cette citation comme exemple du fait que « Ah ouais, mais ça c'était l'époque où la gauche au moins elle se rendait compte que vraiment l'immigration c'était un problème pour le peuple ». Non, 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 c'est pas ça. Ça ne fait pas exemple de ce qu'a été la gauche. Il y avait à l'époque des gens de gauche pour dire à Georges Marchais qu'il était tout à fait indigne de parler comme ça. Et que c'était servir une soupe qui n'était pas digne de la grande tradition communiste ou du mouvement ouvrier. Maintenant, quant à savoir si effectivement le capitalisme organise la compétition entre les prolétaires, la réponse est absolument oui, tout à fait. Le capitalisme cherche toujours à baisser ses coûts de revient. Donc il cherche toujours à avoir une main-d'œuvre la moins chère possible. Et pour ça, il peut faire venir effectivement des gens qui sont en telle situation de détresse qu'ils accepteront n'importe quelle condition de travail. Lesquels gens rentreront en concurrence effectivement et créeront peut-être un moins-disant social par rapport aux autochtones qui eux bénéficient d'un certain nombre de protections. La réponse à ça, la réponse de gauche à ça, c'est pas de dire ouais, il faut pas d'immigrer, parce que ça c'est vraiment une question qui pour moi est proche de, il faudrait que le soleil disparaisse ou que les montagnes ne soient plus élevées. Je veux dire, il y aura toujours de la migration. Et il faut bien. Le problème étant, vous avez deux façons de la traiter. Est-ce que vous faites en sorte de tenir en laisse les marchands et les employeurs de sorte qu'ils ne se servent pas de l'immigration pour créer du moins-disant social, et que donc la norme et le repère soient les ouvriers déjà protégés dans un pays donné. Voilà, c'est ça la sortie par le haut de cette question-là. La sortie par le bas consistant à incriminer le migrant. D'ailleurs, je note aussi que, vous savez, c'est comme ces gens qui ne sont... Oui, pardon, mais là encore de vous interrompre, mais d'après ce que l'on en croit des études, comment vous expliquez, alors à ce sujet, au nom de l'immigration, où a priori le Rassemblement national est un petit peu plus bavard que, en effet, vous le dites, la gauche, que le vote, on va dire, à gauche, soit plus important au sein des bourgeois qu'au sein des ouvriers, que les ouvriers, les prolétaires, comme vous dites, pour beaucoup, se tournent plutôt vers le Rassemblement national que vers le Parti communiste, si tant est que le Parti communiste existe encore. Je vais répondre à cette question, mais ce que je voulais dire sera un préambule intéressant, enfin je pense pertinent au point que vous abordez. Je vois qu'il y a un pli tout à fait pervers de pas mal de gens que j'appelle conservateurs,
qui consiste à ne s'enquérir du peuple qu'à partir du moment où ça permet d'enfoncer un clou contre la gauche. En fait, ils n'ont pas un vrai souci du peuple, pas un vrai souci des classes populaires. Ils n'en ont souci que tactiquement sur certains points pour faire valoir leurs vieilles obsessions à eux. Alors par exemple, je vois bien que des gens qui sont en fait fondamentalement des gens qui sont contre le principe même de l'immigration, qui sont contre le fait que la société se cosmopolitise ou se, brise un peu sa supposée homogénéité ethnique. C'est ça en fait la passion première de ces gens. L'immigration, pas les immigrés. J'entends bien, mais vous voyez bien que la passion première des gens qui mettent au centre cette question-là, c'est de préserver une sorte d'homogénéité ethnique au corps national. C'est bien ça qui les intéresse. Et dans le cadre de cette obsession qu'ils ont, en tout cas de cette passion première, je vais plutôt dire passion première, ça sera moins péjoratif. C'est une interprétation que vous en faites ici, François Bégaudeau. Tout ce que je dis ici n'est que interprétation de ma part, mais c'est celle que je propose, parce qu'elle est trop peu dite. Parce que les gens qui mettent en avant le fait que... Qu'est-ce qui vous permet de penser ça ? Je vois, en fait, si vous voulez, pour reprendre l'argument Marchais, le passage par Marchais, on dirait que celui qui promeut cette citation de Marchais pour la 1000e fois a souci des classes populaires. Et que c'est à ce titre-là, c'est parce qu'il a souci des classes populaires françaises qu'il a des réserves quant à l'immigration. Mais c'est pas ça qui se passe, parce que les mêmes que je vois avoir d'un seul coup souci des classes populaires n'en ont jamais souci sur tous les autres points. Et c'est là que mon interprétation n'est pas une interprétation, elle est objective. Exemple parallèle, même pli de pensée pervers, les gens qui ne sont féministes que quand il s'agit d'aller incriminer le fait que l'islam soit misogyne et patriarcal. Vous voyez, c'est un petit peu le même genre. C'est des gens qui se foutent totalement de la cause des femmes toute l'année. Par contre, ils s'en enquièrent à partir du moment où les oppresseurs des femmes sont des musulmans. Vous voyez, c'est la même chose. En fait, ces gens qui prétendent défendre les classes populaires et à ce titre-là refuseraient la migration ou des phénomènes migratoires. C'est pas un amalgame. Je crois que la passion première de ces gens n'est pas celle-là. Dans le cas du féminisme, leur passion première est l'islamophobie, ou en tout cas une espèce de réticence ou d'allergie avec des degrés, ça demanderait un petit peu examen, à l'islam ou à des choses qui seraient approchantes. Et ils vont la masquer ou la grimer, la faire passer dans une contrebande, comme j'essayais de l'expliquer dans Notre Joie, la contrebande qui serait de faire passer cette camelote raciste ou islamophobe ou que sais-je, ou je sais pas, civilisationnelle, il y a plein de degrés encore une fois, pour du féminisme. Alors qu'en fait, ils ne sont jamais féministes, donc ça prouve bien que ce n'est pas leur motivation première. De la même façon, je vois des gens qui n'ont jamais souci des classes populaires, ne s'enquérir de l'état des classes populaires françaises qu'à partir du moment où ils seraient censément menacés par la migration. Donc on voit bien que leur passion première, c'est bien le refus de l'immigration en tant que telle, pour des raisons culturelles, civilisationnelles ou autres, que les plus honnêtes d'entre eux ont au moins le mérite d'afficher à nu. Moi, je préfère toujours celui qui affiche à nu son souci de l'homogénéité ethnique de sa nation, parce qu'au moins, il n'y a pas de contrebande, il n'y a pas de faux fuyants. Donc je préfère au moins ça. Qu'est-ce que vous pensez du référendum, François Bégaudeau ? Le référendum, on le prend un peu comme une martingale quand on réfléchit un petit peu à la démocratie. On se dit, un référendum sur l'immigration ou sur la peine de mort, si j'osais. Vous y seriez favorable ou pas, par exemple ? Ou sur, par exemple, la réforme des retraites actuellement. On est d'accord, hein ? Parfaitement. Voilà, ouais. Non, parce que justement, je pense que souvent les gens qui promeuvent le référendum, en fait, ont toujours en tête un certain nombre de thématiques qu'ils aimeraient mettre au vote référendaire et qui ne sont pas en fait des pro-référendum. En fait, beaucoup de gens qui promeuvent l'idée qu'il puisse y avoir un référendum sont des gens qui disent bon, l'opinion en gros massive est contre l'immigration, donc ça serait une bonne façon de produire comme ça une sorte de coup de force anti-immigrationniste ou anti-immigration que d'en passer par le peuple. Mais les mêmes seraient d'un seul coup tout à fait en désaccord avec la logique référendaire s'ils entrevoyaient que le référendum rendrait un verdict qui ne soit pas congruent avec leurs opinions. Vous voyez ? Donc c'est des faux démocrates. Ils ne sont démocrates que quand ça les arrange. Quant à savoir plus fondamentalement si le référendum peut être une espèce de porte de sortie intéressante à une démocratie sclérosée, est-ce que ça serait une saillie démocratique véritablement dans nos institutions que de multiplier les référendums ? Mon premier réflexe, c'est de dire oui, ça sera jamais plus mal que l'existant, à savoir les élections telles qu'elles sont institutionnalisées. Après, moi, je n'ai pas d'amour intransitif pour le référendum. Ça dépend ce qu'on met aux voix, etc. Et il y a une grande naïveté, en tout cas, et il y a une grande candeur ou une grande approximation, je pense, intellectuelle, à considérer que le référendum en soi, c'est la parole du peuple. Comme une espèce de truc où, enfin, le peuple s'exprimerait directement. Qu'est-ce que ça veut dire, un peuple qui s'exprime directement ? Alors qu'il a été déjà lui-même
complètement pré-dénaturé, pré-médié. Emmanuel Macron, il est légitimement élu, selon vous? Je veux dire, du point de vue des institutions de la Ve République, il est légitimement élu. Donc, si on considère que ces institutions sont légitimes, alors il est légitime. Mais si on considère que ces institutions ont été pensées pour conserver l'ordre social, et donc qu'à ce titre-là, on les délégitime, moi je ne trouve pas que, à mes yeux en tout cas, Emmanuel Macron soit légitime. Ça dépend du crédit qu'on apporte aux institutions existantes. Mais pour ça, il faut faire la généalogie des institutions. Qui a écrit la Constitution de la Ve République? Qui l'a écrit? Et aux ordres de qui? Et dans quel but? Le but était de stabiliser la nation et de faire en sorte que vraiment il n'y ait plus possibilité de, comment dire... vous me rappelez Étienne Chouard, j'ai l'impression d'entendre... Mais il y a tout un tas d'éléments de réflexion d'Étienne Chouard dont j'ai souvent dit que je les approuvais. Il y en a d'autres sur lesquels je me dissocie un peu de lui, et je les ai dit. C'est par exemple, je pense, son fétichisme du référendum. Et je pense que le fait qu'il sous-estime, je lui avais dit directement, je ne le prends pas en traître en disant ça, il sous-estime le préconditionnement social qui fait qu'on n'arrive pas vierge et neutre devant un référendum. C'est ça la candeur de la chose. Je pense que le point aveugle d'Étienne Chouard dans sa pensée, c'est les sciences sociales. C'est de considérer les conditionnements sociaux qui fait que, les gens, ils ont subi 40 ans de propagande. Donc, au moment où on va leur demander, par exemple, par voie référendaire, l'immigration, vous êtes pour, vous êtes contre, mais c'est pas le peuple qui va s'exprimer spontanément, c'est le peuple tel que façonné, fabriqué, conditionné par des décennies de déchaînement anti-migratoire à la télévision. Et là-dessus, les médias mainstream n'ont rien à envier aux médias alternatifs. Je veux dire, la propagande anti-migratoire, elle est présente sur tous les plateaux de télé, et dans toutes les radios. Et mais vous croyez qu'elle a encore autant d'influence que ça? Elle a énormément d'influence, d'ailleurs, elle opère énormément, puisque précisément le parti qui ramasse ce genre d'idées prospère et pourrait accéder au pouvoir dans un futur assez proche. Parler du Rassemblement national. Tout à fait, bien sûr. Pour terminer cette séquence justement sur le vote et notamment sur l'abstention dont on parlait il y a un instant, est-ce qu'une forte abstention n'entache pas d'illégitimité une élection? C'était l'avis de Juan Branco, que nous avions d'ailleurs reçu ici. Vous partagez son point de vue? Oui, mais moi, encore une fois, je ferai en amont, je serai plus... Lui, il pense même qu'on est peut-être dans une période, dans un moment pré-révolutionnaire, ça va assez loin. Oui, après, chacun sa boule de cristal, moi, je sais pas, on verra bien. Moi, j'entends qu'on est dans un moment pré-révolutionnaire depuis que je suis né, depuis que je suis politisé. Donc, oui, alors voilà, calmons-nous un peu. Calmons-nous. Restons calmes toujours quand on parle et quand on pense. Non, moi, je suis plus structurel que Juan Branco. C'est-à-dire que lui, j'ai l'impression qu'il y a pour lui une espèce de maladie. Nos institutions auraient été frappées de maladie là récemment. Elles auraient été corrompues au sens presque littéral du terme, au sens où on parle d'un fruit corrompu, d'un fruit qui serait pourri. Mais le fruit à la base était bon. Moi, je ne crois pas. Donc moi, je ne crois pas que... Je ne vais pas mettre en avant le fait que maintenant l'abstention est telle que ce président-là, à tel moment de l'histoire récente, est illégitime. Je pense que les institutions elles-mêmes sont fondamentalement illégitimes. Encore une fois, parce qu'elles ont été pensées par et pour la bourgeoisie. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Parce que vous dénoncez, mais bon... Moi, c'est ce que me disaient déjà mes camarades bourgeois de classe quand j'étais en 4e. Ouais, mais je veux dire, qu'est-ce que tu proposes? Alors après, quand on leur dit, j'aimerais bien la mise en commun en fait de tous les biens, qui s'appelle le communisme, ils disaient, ouais, ça c'est utopique. Alors en fait, on est pris comme ça dans une espèce de goulot d'étranglement entre des gens qui vous disent, ouais, tu proposes rien, et dès que vous proposez un machin, ils vous disent, ouais, mais bon, ça c'est pas possible. Alors moi, je leur répondais quand ils me disaient, c'est utopique, je leur disais, mais c'est utopique à cause de vous. Le communisme n'est utopique que dans la mesure où il y a tout un tas d'anticommunistes qui ne veulent vraiment pas son avènement. Le communisme ne sera plus du tout utopique quand tout un tas d'anticommunistes cesseront de l'être. Voilà, donc en fait, la balle est dans le camp des anticommunistes. Devenez communiste et du coup, le communisme pourra se réaliser. Question un peu provocatrice, François Bégaudeau. Vous avez l'impression d'être un résistant? Vous savez, moi je me suis beaucoup moqué de ce terme, et notamment de son usage à gauche, parce qu'à un moment, tout le monde se proclamait résistant, il fallait entrer en résistance. Bon, j'en avais écrit quelques pages un peu caustiques dans parce que la résistance au système, elle devait être à gauche au départ, quand même. Ouais, mais vous savez, moi, résistance au système, là je vais être encore un peu tatillon, mais c'est des mots qui ne m'évoquent pas grand-chose. Système, quel système? Beaucoup de gens tout à fait conservateurs se disent... Résistance, ça veut plus rien dire, selon vous? En fait, il faudrait immédiatement préciser, vous résistez à quoi? C'est une oppression dont vous parliez, on parlait d'opprimés. Oui, mais certains vont considérer que l'oppression en ce moment c'est le wokisme. Certains vont trouver qu'en ce moment ce qui est très oppressant c'est le féminisme. Et donc ils vont être antiféministes, mais ils auront l'impression d'être résistants en étant antiféministes. C'est ce qu'on appelle une espèce de résistance conservatrice.
qui est un motif qu'on connaît bien, hein, les révolutionnaires conservateurs. C'est, je veux dire, le parti nazi, c'était à peu près ça, par exemple. Je ne fais pas du tout d'amalgame, je dis que c'est un champ, enfin en tout cas un pli qui est très connu, la révolution conservatrice, vous voyez. Donc on ne sera pas d'accord. Donc à partir du moment, si vous rencontrez demain quelqu'un qui vous dit « moi je suis résistant et toi », ouais, je dis « ouais, mais on ne sait toujours pas sur quoi ». Il va falloir qu'on s'entende. Moi, par exemple, cette émission s'appelle Les Incorruptibles. Oui, très bien. Enfin, moi, je vois les gens, on est contre la correction, donc on est incorrect, on est un peu... Oui, enfin, c'est quoi, en fait, la correction ? Je suis sûr qu'on n'aura pas la même idée de ce qui est correct dans une société, ce qui est la norme dans une société. Sur la pensée dominante, par exemple, oui. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous citiez, et encore une fois, moi je me fais l'avocat de personne, mais vous citiez donc CNews, cette chaîne, en effet, et derrière ce que vous dénonciez, on avait l'impression qu'aujourd'hui, l'ensemble des médias véhiculaient ce que vous dénonciez. Or, moi, j'ai plutôt, alors j'ai peut-être un prisme divergent du vôtre, j'ai plutôt l'impression aujourd'hui que la pensée dominante, elle est encore majoritairement de gauche. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Waouh! La pensée dans les médias mainstream. Écoutez, il y en a un. Qui est de gauche, par exemple, dans les grands leaders d'opinion, là? Par exemple, il y en a un, moi, qui m'a amusé, dont j'étais fan, en plus amusant, parce qu'on parlait de Polak, moi, d'ailleurs, j'ai un petit peu boxé sur Twitter. Il m'a bloqué, d'ailleurs, dans la seconde, donc c'est assez amusant. Quelqu'un qui s'appelle Christophe de Chavannes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce grand animateur qui est présenté Ciel Montmardi dans notre jeunesse. J'ai grandi avec lui. Voilà, moi aussi, et c'est quelqu'un pour lequel j'avais le plus grande estime, hein, je le dis ici. Bon, il a été invité chez Yann Barthès, autre représentant sans doute, selon vous, de cette extrême droite, je suppose. Non, je suis évidemment ironique. Et il a dit qu'il avait fait une sorte, d'ailleurs il a employé ce terme d'outing de gauche, et que depuis il était très très surpris parce que des gens qui l'aimaient bien ne l'aimaient plus et tout ça. Moi, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai eu ça, je me suis dit, waouh, quel courage quand même, un type sur France 2 qui avoue qu'il fait un outing comme quoi il est de gauche. Quel esprit subversif, révolutionnaire. Vous avez pas l'impression quand même, quand on regarde tous ces médias, de Yann Barthès à Léa Salamé, enfin, moi j'ai plutôt l'impression, qu'en dehors de ce petit îlot qui est CNews, la majorité des médias, ou dans leur ensemble, véhiculent plutôt une pensée qui est en contradiction, je pense, avec la pensée dominante dans le peuple, entre guillemets. Oui, alors la pensée dominante dans le peuple, ça, on va passer ça, parce que le peuple, je ne sais pas ce que c'est, la pensée dominante au sens, enfin voilà, passons là-dessus. Disons, est-ce que les médias sont à dominante de gauche? Je suis d'autant plus surpris que vous me disiez un petit peu hors antenne que vous n'étiez pas trop invité, notamment je crois même chez Radio France. Mais à votre avis, partons de ça par exemple. Ah mais oui, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux problèmes dans ce discours que vous tenez vous maintenant et que j'entends beaucoup, à savoir que les médias seraient de gauche. Zemmour ne disait pas autre chose dans sa campagne, il l'a toujours dit. Alors il y a deux approximations dans cette affaire. Mais c'est factuellement vrai, ça. Alors il y a deux approximations dans cette affaire, parce que vous dites que c'est factuellement vrai. Je pense qu'il y a deux biais cognitifs par rapport aux faits. Il y en a un premier qui tient à l'approximation et à la confusion même du terme de gauche. Par exemple, vous prenez cet exemple de Chavannes. Je vais repartir de cet exemple qui est anecdotique, mais au moins ça sera précis. Qu'est-ce qu'il appelle avoir fait son coming out de gauche, de Chavannes? C'est en disant quoi? C'est en disant quoi? Que le bilan de François Hollande n'était pas si pourri. Voilà, très intéressant. Que le bilan de François Hollande n'est pas pourri. Donc en fait, ce que De Chavannes lui-même appelle, ça n'engage que lui, son coming out de gauche, c'est d'avoir manifesté de la sympathie pour le quinquennat de François Hollande. Il faut savoir que 95% des gens qui se disent de gauche dans ce pays considèrent que le gouvernement de François Hollande était de droite. Donc vous voyez, là déjà, on est dans une zone bizarre. C'est-à-dire que nous, les gens de gauche, nous pensons que François Hollande, en fait, est un libéral, pro-capitaliste, pro-marché. Il avait dit que son ennemi, c'était la finance. Il peut dire ce qu'il veut, parce que là, il s'agissait d'aller séduire la gauche. Mais il ne faut pas juger François Hollande en fonction d'un effet de tribune pendant une campagne, où là, tout le monde dit toujours de la merde. C'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est les lois travail. Vous vous souvenez de ça? C'est pas une réforme libérale, ça, c'est une réforme ultra-libérale, avec un Premier ministre qui était un ami de l'entreprise, qui manifestait son amour vis-à-vis de l'entreprise en permanence, qui s'appelait Manuel Valls, et qui par ailleurs, sur les questions sociétales, était particulièrement autoritaire, ce qu'on appelle maintenant républicain, d'un euphémisme savoureux. Très bien. Donc en fait, Christophe de Chavannes fait son coming out de gauche, selon lui, en disant qu'il a manifesté, qu'il a trouvé plutôt sympathique, en tout cas appréciable, un gouvernement qui est de toute évidence de droite. De toute évidence de droite, et qui a été absolument du côté du marché. Et donc maintenant, plus généralement,
Si on regarde les médias mainstream, Radio France, le service public télévisuel, les chaînes d'infos, elles sont toutes du côté du marché. Vous dites Léa Salamé est de gauche, mais d'où sortez-vous ça ? Ah non, je n'ai pas dit que Léa Salamé était de gauche, je disais que ce qui était véhiculé dans l'émission, c'est comme Yann Barthès, enfin j'ai pas le sentiment... De quoi vous parlez ? Ces gens-là sont... Par exemple Yann Barthès, Nicolas Framont le faisait aussi très bien remarquer dans... Vous n'allez pas dire que Yann Barthès vous donne une image... Mais parce que vous êtes obnubilé par une question... Nous ne posons pas la même question de la même façon. Ce qui nous paraît à nous, à des gens comme moi qui pensons de cette façon... Mais pourquoi il n'y en a pas certains, ils ne sont pas représentatifs soyons méthodiques. Du peuple. Ce qui nous paraît... Le peuple, laissons le peuple là où il est. C'est prendre une chose à la fois. Ouais. On est en train de juger si ces gens sont de gauche ou pas. Donc donnons-nous des boussoles. Notre boussole à nous, c'est où es-tu dans le rapport de force sociale ? Or, tous les gens qui occupent les médias mainstream, comme vous dites, sont toujours du côté de l'ordre conservateur, de la conservation de l'ordre social, c'est-à-dire du côté de la bourgeoisie, du côté des propriétaires, plutôt contre la réforme des retraites, plutôt pro-réforme des retraites en ce moment, en disant que simplement il faudrait plus de pédagogie, etc. Si vous prenez un par un tous les éditocrates, tous les leaders d'opinion qui officient dans les médias mainstream, ils sont toujours du côté des possédants. Donc ils sont de droite. Les médias sont fondamentalement de droite. Et j'en viens à la deuxième approximation. La deuxième approximation, c'est de considérer que quelqu'un serait de gauche. Par exemple, vous prenez Quotidien, c'est intéressant Quotidien. Moi, je le prenais comme exemple de, je l'appelais ça l'émission organique de la bourgeoisie dans Histoire de ta bêtise. Ils sont vaguement cool. Non, ils sont vaguement cool sur 2 ou 3 questions sociétales. Ok. Ils sont pour le mariage gay, ils sont pour être un peu cool, ils aiment pas le racisme, voilà, tout ça. Ils aiment pas la guerre. Par ailleurs, ce que Nicolas Framont a très très bien noté aussi dans son livre qui s'appelle Parasite, mais ce que nous avons été très nombreux à noter, il y a tapis rouge fait dans cette émission au patron. Il y a une grande mythologie du patron, de l'entrepreneur. Plutôt que de gauche, j'aurais dû dire du politique. Et donc, mais ça veut rien dire. Par rapport à ce qui m'importe, moi, et ce qui me paraît la scène centrale, qui est la scène économique et sociale, proprement sociale, je dirais, ce sont des gens qui font en permanence l'apologie du marché. Donc en fait, leurs petites options sociétales un peu coulisantes sont pour moi tout à fait dérisoires par rapport à leur option fondamentale, qui est celle de préserver l'ordre social existant, où il y a des possédants et des possédés, où il y a des propriétaires qui exploitent d'autres gens. Tous ces gens sont de droite. Voilà. Et donc les médias, contrairement à ce que espèce de refrain sempiternel des gens de droite tend à laisser croire, les médias sont fondamentalement de droite, quoi. Et j'en veux pour preuve le fait Radio que France, je suis... surtout Radio France. Je dirais, surtout... Radio France est sous tutelle. Excusez-moi. Hein, Radio France est sous tutelle. Non, mais je pense que. Pour vous, François Bégodeau, vous allez faire rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends des gens de droite continuer à penser que le service public serait de gauche. Et je pense qu'en fait, c'est la deuxième approximation à laquelle je voulais venir au début de ce long topo. Je m'en excuse. C'est qu'en fait, vous avez mis du temps. Effectivement, comme je pense que la droite est. Comment dire ? Ne se fonde pas trop sur le réel pour fabriquer ses idées. Du coup, elle oublie parfois de se remettre à jour. Et donc, en fait, elle en est restée au France Inter d'il y a 20 ans. Mais elle n'a pas vu ce qui a évolué. Et moi, je me souviens, par exemple, d'une discussion que j'avais avec Alexandre Devecchio avant de faire un débat, tous les deux. On avait été conviés par Aude Lancelin pour faire un débat qui a été courtois, etc. Qui est une amie au demeurant que j'aime beaucoup. Tout à fait, et moi aussi. Mais peu importe. Et donc, on était en train de se parler avant, en posant les micros, de façon amicale et respectueuse. Et Devecchio, justement, bon type de droite, quoi, disait « Oui, France Inter, c'est de gauche ». Et moi, je disais « Mais c'est marrant, Alexandre, parce que c'était il y a 1 an et demi. Cette année-là, moi, je suis boycotté par France Inter, et je peux le prouver, et d'ailleurs, n'importe qui pourra le vérifier. Et pourquoi Mais parce que je suis à gauche. Je suis beaucoup trop à gauche pour France Inter, et oui. Et je disais à Alexandre Devecchio, toi qui es en train de me dire que France Inter est phagocyté par la gauche, c'est toi qui es chroniqueur le matin. Il venait d'être engagé comme chroniqueur le matin. Est-ce que moi, je suis engagé ? Jamais de la vie. Et vous n'aurez jamais quelqu'un... je dirais, qui serait un petit peu mon tempérament radical, invité dans les émissions fondamentales de France Inter. Donc je pense que vraiment la droite a du retard là. Les amis, il est temps de se dire que la 4L, ça n'existe plus, ça ne sort plus des chaînes de production de Renault en fait. Il faut sortir. France Inter est de droite. Radio France est de droite. Alors justement, un sujet assez connexe, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, en tout cas nous dire un mot, de ce qu'on entend par liberté d'expression. Quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en France, justement ? Et après ce que vous venez de dire, je suis particulièrement curieux de ce que vous allez répondre. Non, mais je pense qu'il faut être parcimonieux. J'entends parfois que nous serions dans une période où vraiment la liberté d'expression est en berne. Mais c'est pareil, ça, c'est des gens qui font pas d'histoire. Il n'y a pas de déclin de la liberté d'expression. Mais je veux dire, ils ne se souviennent pas de ce que c'était que les années 70-80. En termes de... Si vous voulez,
Prenons simplement le critère. Ah oui, c'était la gauche qui censurait Thierry Luron, vous avez raison. Non, mais oui, et puis dans les années 70, c'était la droite qui censurait Bedos. Enfin, mais je veux dire, il y avait de toute façon, le monde audiovisuel était très largement sous surveillance de l'État quand même, et sous surveillance de la coloration générale de l'État. Et donc parfois ça tombait d'un côté et parfois de l'autre. Mais je veux dire, il y avait des effets de censure. Par ailleurs, il y avait surtout une offre idéologique, une accessibilité idéologique, mais infiniment inférieure. Je veux dire, moi, j'avais 15 ans, je me politisais, j'étais curieux, j'étais gourmand d'idées, je voulais tout manger. Bah, j'avais pas beaucoup de pitance. J'avais pas beaucoup de pitance parce qu'il n'y avait rien à disposition, il n'y avait pas Internet, je ne pouvais pas aller voir un YouTuber d'extrême gauche ou d'extrême droite ou du centre ou que sais-je. Il n'y avait pas tout ça. Moi, il fallait que je m'en remette, par exemple, à la revue de presse de droit de réponse. C'était tous les mois, parce qu'il y avait une revue de presse, des journalistes qui débattaient entre eux. Et je regardais, alors moi, comme j'étais un peu proche de la gauche, je regardais toujours le type de l'Humanité parlée, qui était un type qui me rebutait terriblement. Je me disais que décidément, le PCF, c'était pas mon truc. Il s'appelait Claude Cabane, donc un homme, je veux dire, qui avait, je pense, une certaine dignité, mais bon, c'était pas exactement mon profil, qui d'ailleurs se faisait en général taper dessus par tous les autres, qui étaient tous violemment anticommunistes. Bon, donc je veux dire, l'offre idéologique, elle était extrêmement étroite à l'époque. Et moi, j'ai vu arriver, disons, une multiplication des canaux, des tuyaux, où pouvait s'exprimer à peu près tout et son contraire. Donc nous vivons, factuellement et techniquement, il n'y a jamais eu autant de gens pour pouvoir s'exprimer publiquement en France que maintenant. Donc, soyons calmes un peu par rapport à ça. Parfois, des gens de droite se disent « Ouais, on est bâillonnés », je veux dire... Bon, si vous voulez, moi, c'est pas que je veuille les embêter pourtant, mais je constate que Éric Zemmour, qui est un type, incontestablement de droite, je pense, plutôt d'une droite assez dure, je crois qu'on peut le dire aussi. Je pensais que vous alliez dire incontestablement intelligent. Il a eu 1 heure d'expression quotidienne pendant 2-3 ans, avant de devoir quitter l'antenne, mais parce qu'il se présentait. C'était pas du tout à titre du bon. Donc en fait, ça va. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un grand problème de liberté d'expression. Alors après, moi, je vous parlais de mon exemple à moi. Regardez, je suis en train de m'exprimer. Demain, je suis invité par d'autres gens où je m'exprimerai et les choses vont circuler sur Internet. Il arrive encore que quand même quelques médias m'accueillent un peu, il en reste quelques-uns, assez peu, mais quand même un peu. Donc, en aucun cas, moi, je crierais à la censure. Même, je vais vous dire un truc, fondamentalement, moi qui pense que toute société est conflictuelle fondamentalement, il est assez logique que des institutions censurent certains individus. C'est logique, en fait. Moi, je trouve tout à fait logique que France Inter ne veuille pas me donner la parole. La seule chose que je conteste, enfin que je regrette, c'est qu'ils ne le disent pas. Moi, j'adorerais être censuré, mais que ce se sache, quoi. Et que les choses soient claires. Comme ça, au moins, leur jeu serait abattu. On verrait que c'est le camp de la bourgeoisie, contrairement à ce que certains croient encore. Et tout serait ça, clair. Je suis d'accord, de la bourgeoisie de gauche. De la bourgeoisie. De la gaucho-boboïtude parisienne. Non, de la bourgeoisie droitière, libérale, pro-capitaliste, et du côté des marchands. Mais non, mais là, vous vous trompez. Et même maintenant, sociétalement, ils sont de moins en moins cool. Vous savez, on entend des paroles très très réactionnaires dans la bouche de ceux que vous appelez bobos, progressistes, wokistes, de je sais pas quoi. Ils sont en fait Pensez à quelqu'un en particulier ? Puisqu'on prend cet exemple, prenons-le. Léa Salamé, sur les questions sociétales, n'est pas très cool. Hein. Elle est très printemps républicain. Elle est très universaliste autoritaire. Elle est très Elisabeth Banater, Raphaël Enthoven. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est plus là-dessus. Hein. Alors il se trouve que son parcours personnel fait que quand même ça l'exonère un peu ou l'immunise contre le racisme. Et pour cause. Mais par-delà ça, vous savez, elle a une pensée très très autoritaire. Je prends cet exemple, et je pourrais en prendre tout un tas d'autres, quoi. Donc, moi, je trouve assez sain, si vous voulez, que dans une zone dans le corps social particulièrement conflictuel, que des médias très droitiers et du côté de l'ordre ne se précipitent pas à inviter des gens qui contestent l'ordre, comme ça peut être mon cas quand j'ai que ça à faire. Eh ben, ça va vous surprendre, mais là je vais un peu abonder dans votre sens, en tout cas que vous ne dénoncez pas, mais par exemple, qui concerne les médias privés, le fait que la plupart de ces médias soient aux mains des milliardaires, ça devrait, selon moi, vous choquer, et là j'ai l'impression que vous allez être indulgent. Ah, pas du tout. Vous savez, ça a été très documenté, il n'y a pas de problème. Ça a été tellement dit, peut-être que je sais aussi parce que je l'ai tellement entendu et ça me paraît tellement un fait accompli, absolument incontestable, que je n'ai pas besoin, moi, de le redire. Oui, bien sûr, l'essentiel des médias est aux mains de milliardaires.
Il faudrait voir maintenant quelle influence ça a véritablement. Et là, il y a toujours le couplet que font les journalistes qui travaillent dans ces médias-là, de dire non, mais moi, j'ai jamais de coup de fil de Bolloré, j'ai jamais de coup de fil de Pinault, j'ai jamais de coup de fil de Patrick Drahi. Et jamais, on n'a pas besoin de coup de fil, vous êtes déjà pré-formaté. Vous êtes totalement homogène idéologiquement déjà à votre patron. Donc votre patron n'a pas besoin de vous appeler. Vous faites le boulot tout seul. Oh non, 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 c'est même pas de l'autocensure. Ils n'ont qu'à écouter leur naturel. Et leur naturel, c'est quand même de faire partie de la classe dominante et donc de défendre ses intérêts. Au titre de quoi, il n'y a pas besoin de coup de fil du patron. Alors, sujet un peu plus large, mais éminemment important en ce moment, sur justement la question du traitement médiatique de sujets comme le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Ce sont des tournants, alors moi j'ai envie de dire pour la liberté d'expression, mais là je suppose que vous allez me contredire. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce traitement médiatique de ces questions? Est-ce que vous trouvez normal que certaines personnes soient exclues du débat public, bien que pour beaucoup largement suivis par ailleurs? Est-ce qu'on ne prend pas les gens pour des enfants, les empêchant d'écouter certaines personnes? Et surtout, est-ce qu'on n'empêche pas finalement les gens de se faire leur propre opinion finalement? Là, encore récemment, il y a quelqu'un que j'ai reçu d'ailleurs ici, un débat là-dessus. Par exemple, c'était sur la chaîne parlementaire qui a déprogrammé un entretien que Yves Tréhard, qu'on ne peut pas à mes yeux, soupçonné quand même de collusion avec le nazisme ou avec des heures sombres de notre histoire. Voilà, on ne peut pas non plus soupçonner de collusion avec la gauche. Non plus. Il est relativement indemne de cette accusation. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce traitement médiatique qui est fait, en tout cas de cette attention particulière qui est faite quand il s'agit de traiter de sujets comme le Covid et évidemment comme la guerre en Ukraine, sujet ô combien on le sait sensible? Mais vous savez, en fait, mon premier réflexe, c'est le vôtre. Et là-dessus, je pense qu'on sera absolument d'accord. Mais il est presque, pour moi, c'est du b.a.-ba, quoi. On trouve toujours tout à fait consternant que des gens soient censurés. Des gens qui, par ailleurs, n'outrepassent pas la loi. Parce que s'ils transgressaient la loi, s'ils disaient des choses que la loi considère comme interdites... Dans le cadre de l'interview, voilà. En effet. Donc c'est simplement un délit d'opinion, évidemment. Personne ne saurait s'en réjouir ici. Moi, je suis toujours un peu atterré de le constater. Mais... si vous voulez bien, je vais essayer d'aller un peu au-delà de ce constat un peu presque de bon sens, de dire c'est quand même bizarre. Mais vous me parliez tout à l'heure de la nation française. Mais moi, ce qui me fâche avec la notion de nation française, c'est que premièrement, je trouve qu'elle est relativement creuse, et qu'en plus, moi, je n'ai pas de goût pour l'unité. Moi, je n'ai pas de goût pour l'unanimité. Mais c'est bien ça, cette idée qu'il faudrait qu'on ait tous une vision. On va dire souvent ça à propos du patriotisme ou de la nation française. Tous, derrière notre nation, nous faisons corps, nous allons tous dans le même sens, nous avons une vision commune. C'est des choses qu'on entend en permanence, à droite comme à gauche d'ailleurs. Je veux dire, et ça donne ça en fait, l'unité nationale. Ça donne que tous un moment derrière le chef, tous un moment derrière une vision. Et donc par exemple en ce moment, chose qui va ressortir particulièrement en temps de guerre, parce que nous sommes en guerre, globalement. Nous sommes un peu en deuxième main encore maintenant. Mais nous sommes en guerre contre les Russes. Nous aidons massivement maintenant, et de plus en plus massivement, l'Ukraine, les forces ukrainiennes. Et puis par ailleurs, nous sommes adossés à l'OTAN, et l'OTAN est plutôt en guerre contre la Russie, comme on sait. Donc nous sommes en guerre. Mais je veux dire, quand on est en guerre, c'est là que l'unité nationale se refait une santé. C'est-à-dire que nous sommes tous derrière la même... On le disait aussi contre le terrorisme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, donc tous ensemble. On est même en guerre contre un virus 13 novembre, aussi, hein. Tout à fait. Le virus, je passerai parce que c'est un gros dossier en soi, mais tenons-nous-en à l'Ukraine. Donc en fait, ne vous étonnez pas. Vous ne pouvez pas défendre une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas regretter qu'il n'y ait plus d'unité nationale et déplorer quand... réellement, cette unité nationale se manifeste. Et elle se manifeste en disant aux gens, écoutez les gens là, quoi que vous pensiez, maintenant fermez votre gueule. Parce que là, on est en guerre, donc tous ensemble, contre les Russes. Et puis, toi, mon vieux, si t'es tu vas démoraliser les troupes si tu commences à mettre de la complexité là-dedans. Arnaud Klarsfeld s'en est pris plein la figure, récemment. Mais c'est ça l'unité nationale. C'est ça la bêtise du patriotisme. Ça donne ça. Le patriotisme est fondamentalement une pensée autoritaire, une pensée uniformisante, une pensée qui fait que, il faut pas, comme on dit à l'armée, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse. Voilà. Et ça se voit particulièrement en temps de guerre, où l'ennemi commun a été constitué, mais moi je le vois tout le temps en fait. Donc dès qu'on me parle d'unité nationale, moi je vois toujours une spoliation des aspirations individuelles, et notamment une aspiration à avoir une opinion, à l'exprimer. Moi c'est dans ce cadre-là que je remettrais le contexte. Donc en fait c'est vrai, moi je suis assez surpris que tous les médias soient extrêmement ukrainophiles, au point vraiment de verser dans une sorte de propagande, bon, étant bien entendu que pour moi l'agresseur est russe,
et que je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que cet agresseur soit bouté hors des terres ukrainiennes, hein, qu'on en finisse avec cette saloperie de guerre qui, à l'heure où je vous parle, est en train de tuer les gens, et notamment des innocents ukrainiens qui n'ont rien demandé. Hein, donc pas d'impartialité mal placée. On est bien d'accord. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une espèce d'ukrénolatrie qui s'est mise en place et qui tient une espèce de propagande de guerre qui va tout à fait bien avec l'esprit de l'unité nationale. Donc je veux dire encore une fois... Idéologisation du conflit. Mais tout à fait, bien sûr. Il y a le camp du bien, le camp du mal. Tout ça, on connaît bien. C'est des éléments de langage qu'on connaît bien. Mais encore une fois, vraiment, j'y insiste. Hein, parce que sinon, on serait trop d'accord tous les deux. Et ça ne serait pas intéressant. Mais je vous demande de réfléchir au fait que l'idée même d'unité nationale contient ce genre de propagande uniformisante et de bâillonnage, ou de bâillonnement, je ne sais pas comment on dit, des petites voix discordantes. Donc effectivement, La littérature russe, vous l'aimez, par exemple ? Oui, bien sûr, mais enfin, on ne va pas parler des Russes maintenant. Je pourrais vous dire, moi, Dostoïevski est un de mes trois écrivains préférés. Parce que vous savez qu'il y a des gens, enfin, il y a un russo-bashing, enfin, aussi même des artistes, des écrivains d'une culture, d'une certaine forme dans les médias. On sait qu'aujourd'hui, moi, enfin, je sais pas, on ne doit pas avoir peut-être les mêmes chaînes info. Vous trouvez pas que c'est insupportable ? Non, mais je n'ai pas contesté ce constat. J'essayais de le rapporter à un élément, une analyse plus structurelle des choses. Mais vous voyez, par exemple, vous me parlez de la culture russe ou de la littérature russe, dont je suis un lecteur assidu, et notamment de quelques écrivains. Bien sûr, mais encore une fois, cette généralité n'a aucun sens. Une fois que vous avez dit la littérature russe, déjà, vous savez, entre Tchekhov et Dostoïevski, il y a un gouffre. Hein. Pour moi, c'est presque une chose et son contraire, et j'adore les deux. Mais c'est vraiment une chose et son contraire. Et ils écrivent au même moment, vous voyez ? Donc, la littérature russe, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis Tolstoï, c'est pas Dosto. Et puis Pouchkine, vous voyez, tout ça, c'est pas pareil en fait. Et Bougalkov, c'est pas exactement bon. Donc les grandes unités comme ça, moi c'est ce que je disais dans Notre Joie quand j'essayais d'identifier quel était le pli fondamental de la droite. Pour moi, c'est un pli toujours aller vers l'unicité, vers le un. Donc ramasser les choses en un. La nation française, la littérature russe, la Russie. Mais non, tout ça n'existe pas. Et donc on ne va pas débattre sur le fait que... La bien-pensance, BHL par exemple. Non, BHL, je pense qu'on n'a même pas besoin de lui accoler bien-pensant. Je pense qu'il suffit de décrire tous ces faits d'armes depuis 40 ans. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'un mot en fait. Et après, il faudra bien le situer. BHL. Mais son influence est encore... Sauf que moi, je dirais pas bien-pensante. Moi, je dirais pas bien-pensante parce que ça, c'est un mot que tout le monde se renvoie. On est toujours le bien-pensant d'un autre pour le coup. Hein. Le bien-pensant, c'est toujours le type d'en face. Et d'ailleurs, la bien-pensance, pendant très très longtemps, était à droite. Maintenant, elle serait à gauche. Enfin bon, tout ça est très confus. Donc, il faut nommer les choses mieux que ça. BHL, d'abord, est un défenseur de l'ordre capitaliste, indéfectible depuis 50 ans, un anticommuniste vraiment d'une grande constance, vraiment là on peut lui reconnaître ça, et par ailleurs c'est un néoconservateur. Il est strictement ça, BHL, il n'est pas bien pensant, parce que ça, c'est pas ce que ça veut dire, c'est un néoconservateur, très otaniste, très du côté du monde libre, toujours adossé aux Américains, les Américains qui sont dédouanés de tous leurs crimes, leurs crimes quand même de masse, et répétés depuis leur création, qui est pourtant assez récente. J'avais entendu une fois BHL dire « Non, il n'y a pas de crime de guerre dans toute l'histoire des États-Unis. Ouais, si, peut-être le Vietnam, quand même, là, ils sont allés un peu fort. » Voilà. Et l'Irak, peut-être un peu. Bon, donc c'est un néoconservateur. Vous savez, on n'a pas besoin des mots un peu confus comme bien-pensance, il faut être un peu plus précis. Donc, le débat ne peut pas être en ce moment « Ah oui, mais dans ce cas-là, si on attaque Poutine, quelque part on attaque la littérature russe, ou alors quelqu'un qui défendrait la littérature russe, du coup on le soupçonnerait d'être poutinophile ?» Enfin, tout ça est ridicule. Tout ça est une insulte, une offense faite aux multiples, à la multiplicité des choses, qui fait qu'un pays, c'est compliqué. Et à l'heure où je vous parle, d'ailleurs, il y a des Russes pro-Poutine, il y a des Russes anti-Poutine, il y a des Russes dans les prisons, parce que Poutine les y a mis, et puis il y a des Russes qui, au contraire, manifestent leur amour aux leaders maximaux qui les gouvernent. Allez, dernière partie avec vous, François Bégodeau, c'est bien sûr ce sujet éminemment aussi d'actualité, puisque c'est celui qu'on a quand même abordé en filigrane tout au long de cette émission, celui de cette réforme des retraites, qui, je pense, n'a pas fini de faire parler. Comment vous expliquez malgré tout que cette réforme, selon moi, est un petit peu le sentiment de passer crème, si j'osais employer un terme vulgaire. La contestation, on n'a pas l'impression qu'elle soit... Est-ce que vous êtes allé manifester ?
À titre personnel, non, mais parce que voilà. moi, vous avez la personnel, je ne manifeste pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Bon, vous êtes pour? Non, mais moi, de toute façon, je n'ai pas à donner mon avis ici. C'est moi qui pose Non, les questions. mais moi, j'aime bien toujours partir d'exemples concrets. C'est pas pour vous. Moi, je vais vous dire. C'est pas pour vous déstabiliser. Non, mais vous ne me déstabilisez pas. Je vais vous répondre. Les gens qui ont voté Emmanuel Macron ont voté en âme et conscience pour quelqu'un qui avait annoncé ce qu'il allait faire. Donc moi, j'avoue que j'ai envie de dire à ceux qui ne sont pas contents, tant pis pour vous, vous avez participé à voter pour le camp du bien, et dans ce camp du bien, c'était vraiment, il y avait je ne sais pas comment, au deuxième tour, vous avez voté pour qui entre Macron et Oui, mais là, Macron, vous parlez du deuxième tour, mais vous êtes en train oui, non, mais en même temps, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui avait mis dans son programme tout ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, c'est le fameux débat. Mais là, on est en train de se projeter sur une scène fictive, une scène de fabulation, une scène qui est un artefact. Qu'est la scène électorale? C'est bien ce que je disais dans le petit livre qu'on a abordé tout à l'heure. La scène électorale est fondamentalement fausse. Elle est factice. Donc effectivement, le deuxième tour... Bah oui, mais c'est compliqué pour quelqu'un qui est comme Jean-Luc Mélenchon de dire aujourd'hui haro sur Emmanuel Macron pour qui il a appelé à voter. C'est ça qui est un petit peu... Oui, mais sauf pour que des gens de gauche qui vous portez au nu. Ça m'embête un peu parce que en fait, notre débat va aller vers la médiocrité parce qu'il est en train de s'adosser à une scène médiocre. Et la scène électorale est médiocre. La scène notamment des présidentielles est médiocre. Est-ce que la gauche française n'est pas médiocre? Elle ne met en jeu... non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Elle ne met en jeu que des artifices. Donc on pédale dans la semoule, on est en train de brasser du vent sur qui a voté qui. C'est ce que j'ai dit dans mon petit livre. C'est ça que je reproche fondamentalement à la scène électorale et notamment présidentielle, c'est que c'est du brassage de vent. Donc on ne peut en aucun cas s'appuyer sur cette scène-là pour juger d'une scène qui est beaucoup plus consistante, qui est la scène sociale, et qui est la scène du fait qu'il y a une réforme. Mais Macron, il n'incarne pas tout ce qui était, à mes yeux, à vos yeux, aux antipodes de vos idéaux quand même. Sauf que, non mais moi j'ai pas d'idéaux par ailleurs, mais vous le savez bien que les gens qui votent Macron, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est un état de fait au deuxième tour, la plupart ne votent pas par adhésion à Macron, ils votent pour faire barrage, comme on dit maintenant. À l'extrême droite. Oui, tout à fait, voilà, bon, très bien, mais ça peut se discuter. Rien de ce terme d'ailleurs entre nous, vous qui êtes mais une chose à la fois, pas de confusion, une chose à la fois. Donc prenons les choses une par une. Donc vous savez bien que ce vote Macron ne vaut pas adhésion. Il ne vaut pas adhésion affirmative à Macron. Donc après, vous avez mauvais jeu de venir dire aux gens qui ont voté Macron au deuxième tour pour une raison qui leur appartient, dont je n'étais pas, je suis abstentionniste, ouais mais les gars, vous avez quand même voté pour lui. Vous savez bien qu'en fait, vous êtes en train d'inventer une fable idéologique, parce que c'est pas comme ça que ça se joue en fait. Ces gens-là n'étaient pas dans l'adhésion à Macron, donc on peut pas les prendre en défaut maintenant. Oui, mais la démocratie, ça peut pas être à deux vitesses. Mais ça peut pas être quand ça nous arrange, on est démocrate et on vote pour Macron parce que là, on a vraiment voté pour Macron, et puis quand ça nous arrange pas, c'est on vote pour Macron, mais en fin de compte, on ne voulait pas vraiment voter pour Macron, donc on a voté Macron, mais pas voté Macron. Ouais, ça m'embête parce que déjà pendant les présidentielles, ces débats-là me fatiguent parce que je les trouve totalement creux, et là on est en train de nouveau l'avoir, donc ça m'embête un peu parce que vraiment on est en train de baisser le niveau. Vous savez bien, encore une fois, que le vote au deuxième tour, qu'on y adhère ou pas et qu'on trouve pertinent ou pas de faire barrage, de toute façon n'est pas un vote d'adhésion de Macron. Donc ne jugez pas contradictoire une attitude qui n'est pas contradictoire. La vraie question, le vrai point, revenons au point de consistance, et on redeviendra tous les deux beaucoup plus intelligents. On va parler philosophie. Le point de consistance, c'est qu'il y a une réforme des retraites. Je veux dire, et que cette réforme, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est injuste? Si elle est injuste, il faut être contre. Est-ce qu'un gouvernement doit nécessairement, par exemple, obéir à l'opinion publique? Est-ce que ça doit être la rue qui doit dicter Mais là, je me fais même l'avocat du diable en disant ça. Vous m'avez posé des questions, mais je vous dis, moi, je suis évidemment plutôt contre cette réforme des retraites, au cas où les gens ne l'auraient pas bien compris. Mais est-ce que finalement, le pouvoir de la rue doit prendre le pas sur le pouvoir des urnes? Quoi que vous disiez sur le fait qu'il ait été élu parce qu'on a voté pour lui ou parce qu'on voulait faire barrage à quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est ça la question. Est-ce que fondamentalement, aujourd'hui, philosophiquement, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, gouverner, c'est pas aussi être capable de prendre des décisions douloureuses, par exemple? Oui, mais ça, c'est... Voilà, tout à l'heure, vous me parliez de la notion de citoyenneté, je vous disais qu'elle était abstraite, c'est pour ça qu'elle m'évoque rien. Ce genre de libellé de la question ne m'évoque rien non plus, parce que c'est dans l'absolu. Est-ce que gouverner, c'est pas aller contre l'opinion des gens? C'est ça que vous venez de dire? Oui, mais je veux dire... Vous savez Parfois, très bien, mais ça c'est dans l'absolu, moi je sais pas. Il arrive que des gouvernements, réforme, en l'occurrence un gouvernement est en train d'aller contre l'opinion majoritaire, et ben dans ce cas d'espèce-là, je le déplore. Mais si, oui, mais vous avez dit tout à l'heure que la majorité n'avait pas forcément tout le temps raison. Mais tout à fait, mais j'ai dit qu'elle n'avait pas forcément raison en tant que majorité.
que la majorité ne vous donne pas raison en tant que majorité. Il arrive qu'à mes yeux, certaines majorités aient raison à certains moments de l'histoire, mais vous voyez, en fait, il ne faut jamais parler généralement. Il faut prendre des situations cas par cas. Je trouve que là, vous êtes en train de faire monter en généralité un cas qui est tout à fait précis, qui est spécifique, qui est une réforme, est-elle juste, est-elle injuste, est-ce qu'on se doit se battre ou pas? Après... Est-ce que ce ne serait pas le référendum l'issue idéale de ce conflit social? Moi, je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, c'est pas comme ça que je réfléchis. Je pense que... Puis d'abord, c'est s'illusionner sur le fait que ce gouvernement-là pourrait promulguer un référendum, soumettre un référendum, parce qu'il sait très bien qu'il serait perdant, donc il ne le fera pas. Donc on retrouvera, comment dire, le cercle vicieux de toute problématique institutionnelle. Donc c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est dans quelle mesure ceux qui sont contre cette réforme peuvent mettre suffisamment en danger l'ordre social existant pour que l'ordre social considère que, au titre de sa préservation, il vaut mieux renoncer à cette réforme. Voilà en fait le libellé du problème. Voilà. Et donc après, c'est une question de rapport de force. Et nous en reviendrions à votre cas, et au cas de tout un tas de gens qui sont contre cette réforme et qui pour autant ne bloquent pas le pays. Voilà. Et si tout un tas de gens qui sont contre cette réforme ne descendent pas dans la rue, ne font pas grève et ne bloquent pas le pays, alors le rapport de force restera en faveur de la bourgeoisie qui veut cette réforme. Vous ne pensez pas qu'on pourrait être à la veille quand même avec cette histoire de réforme des retraites d'un mouvement, d'une révolte sociale bien plus lourde sur le modèle des Gilets jaunes, qui nous avait d'ailleurs beaucoup occupés. Je rappelle qu'il y avait quand même 2,4 millions de personnes qui bénéficiaient de l'aide alimentaire en 2022, soit 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Pas rien. Oui, mais après, moi, encore une fois, les prospectives, c'est pas trop mon truc. Donc, il arrivera bien ce qu'il arrivera. Il peut tout arriver. Et encore une fois, c'est assez fréquent que, notamment à gauche... Mais vous le souhaitez, vous le dénoncez Notamment à gauche, dans une espèce de wishful thinking... Vous êtes plutôt d'extrême gauche, quand même, sur l'échiquier politique, non? Je me trompe, là. Ouais, non, j'aime pas beaucoup ce terme. On n'a pas besoin de ce genre de terme. Et puis, il faudra parler du terme extrême droite aussi. Vous m'avez dit une par une les choses. Donc, sur la sémantique, justement. Si vous voulez, si vous voulez. Non, mais vous qui êtes un homme des mots, cette invective qui est tout le temps en permanence hors antenne, tout à l'heure, quand je vous ai accueilli, et d'ailleurs je vous ai encore une fois, et je vous en remercie encore à l'antenne d'avoir accepté cette invitation, puisque je vous ai dit en rigolant que j'incarnais aujourd'hui, aux yeux de quelques articles, le diable. Je me prends dans la figure, le diable. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, que cette disqualification permanente, ou tentative de disqualification permanente par l'emploi de mots qui ont complètement perdu leur sens, c'est-à-dire qualifier quelqu'un d'extrême droite quand, pour moi, c'est une insulte à ceux qui ont vraiment été victimes de l'extrême droite. Mais vous diriez quoi, vous? Mais non, mais la question c'est... Si vous aviez à vous situer, vous diriez quoi? En tout cas, je ne me situerais pas dans ce... J'entends bien, mais vous diriez quoi? Parce que moi, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire, extrême gauche, c'est pas que je trouve pas insultant, c'est que je trouve que c'est pas juste. Non, mais vous savez que moi, je dirais par exemple, extrême gauche, c'est pas extrême droite. Moi, je suis de gauche radicale. Je suis de gauche radicale parce que je considère que la situation est radicalement injuste et qu'elle demande des réponses radicales. Et la raison pour laquelle elle est radicalement injuste, c'est quand même que des forces capitalistes mettent en œuvre cette injustice et que donc à ce titre-là, je suis de la gauche anticapitaliste. Mais c'est clair et précis. Vous diriez quoi de vous? Je vous renvoie tout à l'heure. Vous m'avez dit, on passe sur par exemple le Covid. Sur le Covid, il y a quand même. Mais vous répondez pas à ma question. Non, mais je vous y réponds. Parce que vous savez, la meilleure façon d'esquiver les étiquettes qu'on vous colle, vous n'avez pas l'air content de l'étiquette extrême droite. Je vous en fais crédit, j'en prends acte. Mais dans ce cas-là, je ne réponds pas forcément. Caractérisez-vous. Non, mais j'entends bien, il n'y a pas de problème. Mais caractérisez-vous vous-même. Et pourquoi faudrait en permanence d'ailleurs se caractériser? Parce que je pense qu'on est toujours un peu situé. Vous ne pensez pas qu'on peut par moment avoir des avis qui ne soient pas tout le temps forcément conditionné par une idéologie et qu'on puisse... Ça, c'est un faux fuyant, ça c'est typique de droite de dire ça. Eh ben, écoutez, je vais vous surprendre. Moi, par exemple, il m'est arrivé de voter, par exemple, à certaines élections à gauche et à droite à d'autres. D'accord. Mais vous savez bien qu'on a des quoi? Vous savez bien. Esprit un peu dérangé. Le problème, la notion de personne. Je pense ne que peut pas. Si des auditeurs ont. Non, mais c'est bien. On laissera à l'antenne. Oui, mais c'est des vrais débats. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct, donc il n'y a pas de montage. Parce que moi, j'ai pas de problème à me situer. Et puis, il faut être modeste dans la vie. Il faut être modeste. Ne croyez pas que votre esprit d'une telle multiplicité ne soit pas encadrable par des signaux. Non, mais je suis pas dans le même rôle que vous déjà. C'est vrai. Je suis dans un rôle d'intervieweur. Donc, par définition, puisque j'ai en plus répondu à une interview que je vous encourage d'ailleurs à revoir, c'était sur une chaîne, là encore, je l'ai vu, qui s'appelle Livre Noir. Vous avez peut-être vu quelques passages d'une interview que j'avais accordée. Je considère que la notion théoriquement d'un journaliste n'est pas d'avoir ou d'émettre une opinion. Alors ça dépend de quel type de journaliste on parle, si on est présentateur, si on est éditorialiste. Si je peux vous donner un petit conseil, un petit coach en communication. Dites-moi. Premièrement, c'est pas le rôle d'un journaliste d'émettre ses opinions, sans doute. Mais un journaliste a toujours des opinions. Bien entendu. Et elles se voient.
Donc tous les journalistes qui, dans le monde entier, de Alain Duhamel à David Pujadas, en passant en l'occurrence par vous, pardon de vous appointer avec ces gens pour lesquels je crois que vous avez peu de respect, et moi non plus, et franchement, je vous amalgame pas. Je vous amalgame pas. Mais tous se revendiquent toujours de la neutralité. Or, en fait, quiconque a des petites antennes politiques... Vous pensez pas que je puisse être d'accord, par exemple, avec vous un petit peu ? Il faut que je finisse ma phrase. Ça soigne de leurs opinions. Donc en fait, je pense que la seule dignité qui leur reste, en tout cas, et même quelque chose qui serait parfaitement du coup, qui cesserait de crisper les gens et de les raidir, des gens comme moi en tout cas, c'est-à-dire, bon, en fait, disons-le, en fait, voilà, David Pujadas, quelqu'un de droite, Alain Duhamel, il est centre-droit, chrétien-démocrate, en fait, depuis 600 000 ans, et puis voilà, situons-nous tranquillement, et moi, je pense que, la neutralité n'est pas de ce monde, la moindre des choses, c'est d'afficher sa subjectivité, et moi, d'ailleurs, je vois à peu près votre personnalité politique. Justement, c'est plutôt ça qui m'interpellerait plus. Moi, je pense que vous êtes un libéral autoritaire. Intéressant. Et donc, voilà. Par rapport à l'image que je vous ai donnée lors de cette interview ou non, parce que je vous suis, je regarde parfois les entretiens que vous menez, où souvent vous exprimez une sensibilité. Et par ailleurs, vos questions, elles ne sont jamais neutres. Ne croyez pas que vos questions soient neutres. Vous décidez de porter l'entretien sur tel ou tel aspect du débat. Par exemple, moi, vous me parlez d'immigration, c'est votre choix. Il se trouve que j'en parle jamais, que c'est pas dans mes livres, etc. Mais vous avez envie d'en parler parce que vous constituez ça comme une question centrale. Or, constituer ça comme une question centrale vous situe politiquement. En fait, vous voyez, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas une insulte, c'est pas du tout une incrimination. Moi, ce que je trouve plus redoutable, si vous voulez, ce qui aurait tendance plus à me raidir, c'est pas les gens de droite, c'est les gens qui nient l'être. Et vous voyez, alors qu'en fait, on pourrait très bien envisager qu'il puisse y avoir un espace, une zone grise entre les deux qui s'appelle la nuance. C'est-à-dire qu'on arrêtez avec ça, ne me faites pas le couplet de la nuance. Vous pouvez pas imaginer que je puisse être d'accord avec quelques-uns des propos je pense que vous avez tenus. Vous savez, moi, je suis très... Mais bien sûr, une des analyses que vous faites, comme Juan Branco, comme vous, qui ne pouvez pas être suspecté d'être de droite. Et là, c'est curieux quand même, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un de droite pourrait être d'accord. On sait pas trop, mais c'est un autre sujet. Non, mais, vous savez, ok, la nuance, très bien. Vous savez, il y a vraiment des gens qui professent la nuance qui, en général, ne sont pas du tout nuancés. Donc, méfions-nous de cette profession de la nuance. Et la deuxième chose, c'est en fait, ce dont on parle. On peut avoir un esprit très ouvert. D'abord, vous avez un esprit très ouvert. Vous m'invitez, vous invitez des gens, effectivement, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, et je vous en sais gré, il n'y a aucun problème. Mais un devoir. Mais il se trouve, vous savez, c'est un petit peu comme les goûts musicaux. On peut toujours se prévaloir d'un certain éclectisme en musique. On dit, ouais, moi j'écoute un peu de tout. Sauf qu'en fait, quand on creuse chacun, on a toujours une base arrière. On a un noyau. On a un noyau musical. Vous voyez, moi je peux écouter de l'électro, je peux écouter du classique. Mon noyau, c'est le rock et le punk rock. Vous savez, en idéologie, c'est pareil. On peut être disponible à un certain nombre de nuances ou de variations idéologiques. On peut, de temps en temps, vous pouvez trouver intéressant une pensée de gauche que vous allez entendre le lundi matin ou le jeudi soir. Mais vous avez une dominante. Voilà. Vous avez une base arrière. Vous avez un terreau. Et ce terreau, il est libéral autoritaire. Je vous en informe des fois que vous ne seriez pas au courant. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas une maladie. Mais c'est une situation qui ressort. Par exemple, je vous entendais... pour vous. Libéral autoritaire. Mais tout ce que je dis est pour moi. Voilà. Tout ce que je dis est pour moi. Mais moi, je vous le propose parce que la prochaine fois qu'on vous taxera d'extrême droite, en fait, c'est un conseil que je vous donne. Je suis là pour libéral vous sauver. Autoritaire. Vous direz libéral autoritaire, ce qui n'est pas hyper insultant non plus. Après, moi, je pense qu'il y a un bloc libéral autoritaire qui est le bloc dominant actuellement. Mais par exemple, je vous ai entendu faire l'apologie d'Elon Musk. Oui, tout à fait. Ben voilà. Tout à fait. Ça vous situe quand même du côté d'une espèce de capitalisme triomphant, d'un entrepreneuriat un peu débridé. Oui, anti-système, mais pas anti-système capitaliste. Vous aurez remarqué. On ne voit pas peut-être à travers le même prisme. J'entends bien. Mais pour moi, le système, c'est le capitalisme. Et donc, de ce point de vue-là, Elon Musk n'est pas du tout anti-système. Il est même un colporteur tout à fait orthodoxe du système. Mais vous l'appelez anti-système parce que, sur le mode un peu, il secoue un peu le cocotier du capitalisme plan-plan et rentier. Mais ça, c'est une antienne libérale autoritaire bien connue. Hein. Vous savez, Macron ne dit pas autre chose. Hein. Quand il arrive au pouvoir, il dit « Moi, je suis contre les rentes. Moi, il faut libérer le marché, il faut que les énergies se libèrent. » En fait, vous êtes très macronien dans votre soutien d'Elon Musk. Je suis désolé de vous en informer. Alors là, vous savez, là, je suis vraiment... mais je ne porte pas que des bonnes nouvelles. Là, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. En tout cas, c'était vous, l'invité principal, et pas moi. Je ne m'attendais pas à devoir répondre à une question en boomerang, mais en tout cas, voilà, c'est le jeu, donc je l'accepte. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'être revenu, malgré tout, revoir un libéral autoritaire. C'est toujours un plaisir. Je retiens le principe, j'espère que vous reviendrez. J'aurais peut-être évolué d'ici là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On encourage donc tous nos spectateurs à acheter vos livres. Peut-être une démarche
démarche aussi libérale, ça, parce C'est vrai. qu'on gagne un peu d'argent. Non, mais moi, je suis un vendant des livres boutiquier, je ne m'en cache pas. Voilà, mais en tout cas, notre point commun par certains côtés. En tout cas, merci beaucoup et vraiment, on encourage, donc je le redis, tout notre public à vous suivre puisque vous avez à chaque fois une réflexion vraiment passionnante. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, quant à nous, avec un nouvel invité pour une nouvelle émission, Les Incorrectibles. Et d'ici là, je ne cesse de le répéter, surtout restez incorrectibles. Bonne soirée à tous.